Ah, ah bon, bienvenue, monsieur, dame. Je viens de recevoir. Je suis un peu ému parce que je viens de recevoir la plus belle décoration que je pouvais avoir. Hein. La frite. Voilà, là, j'ai été décoré de l'ordre de la frite. Voilà, juste il y a un quart d'heure, là, vous voyez ça. Bravo. La plus belle décoration que je pouvais avoir. Là, ça, voilà. Défendons les baraques à frites. Alors, aujourd'hui, quelques informations. Ensuite, surtout, les explications. Le mieux que je peux, on ne sait pas faire tout en une fois, on fera encore pendant l'hiver, mais sur les fournitures, donc à quoi utiliser, ben, je n'ai pas la feuille. Enfin, et ça ici. Ah, voilà. Donner des explications. Ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, en gros. Après, pendant l'hiver, on va expliquer plus à fond, mais je vais essayer quand même de donner. Voilà, et alors sur les fruitiers, surtout ce qu'il ne faut pas faire, et voilà. Alors, le DVD vient de sortir, il y a 2 mois. Le DVD de Benjamin Hainaut. Benjamin Hainaut, c'est le cinéaste. Ils sont venus à une équipe de 5 ou 6 personnes pendant plusieurs ans. Ouais, 2 ans. Pendant 2 ans. Pas tous les jours. Hein. Ils ont suivi l'association, le bazar, et puis ils ont sorti le DVD. Ils ont fait un film de 52 minutes, qui passe un peu partout, je vois maintenant, un peu partout, c'est bien. Et alors, avec ceux qui ne rentraient pas dans le cadre du film, parce que le film, c'est vraiment un film d'auteur, c'est vraiment quelque chose d'une œuvre, c'est bien. Et ils ont fait un DVD, ils ont fait à côté 52 minutes qui m'ont interviewé, comme ça, sous forme de... Ils appellent ça un abécédaire. Et donc le DVD est en vente, là, les deux. Hein. 2 fois 52 minutes, ça coûte 4 €. Donc le DVD, je pense que ça vaut la peine. Et c'est pas triste, hein. C'est genre permaculture frite. Hein. Il y a permaculture, il y a des écolos tristes. Hein. Triste. Quand il faut manger du riz tous les jours, ça devient quand même pareil. Et puis il y a les écolos frites, un baraque avec mayonnaise, c'est un peu plus souriant. Hein. Faut choisir, hein, bon. Donc c'est plutôt un DVD permaculture frite, voilà. Alors, feuille de commande, voilà. Celui qui l'a pas, donc les fournitures, hein, les engrais, tout ça, c'est sur la table là-bas. Ouais, et les fruitiers aussi, hein, donc c'est sur la table là-bas. Hein, là, surtout quelque chose, ne pas oublier de venir chercher à la date indiquée pour venir chercher. Hein. C'est le principe des achats groupés. Par exemple, pour les fruitiers, si vous n'êtes pas chercher, pour nous, c'est la catastrophe parce que il y a les camions, il y a maintenant 2 camions qui viennent de 2 gros camions. On décharge tout sur la rue ici. Hein, et les trottoirs, tout y est. La rue, c'est rempli. Et le soir, ça doit être parti, bien sûr. Hein, on ne peut pas rester là. J'ai pas, vous voyez la maison et tout. C'est plus mettre un arc nulle part. Hein. C'est plus stocké, c'est impossible. Donc, venez absolument, marquez bien la date qu'il faut venir chercher les arbres. Sinon, les arbres et les fournitures. Sinon, c'est la catastrophe. Hein. On peut te rappeler les dates. J'ai pas marqué ici. Ouais, ici, c'est donc venir chercher le 18 octobre et rentrer la commande au plus tard le dimanche 12 octobre. Ouais. Mais venir chercher absolument le 18 octobre. Hein, le matin uniquement. Et les fruitiers, c'est le 8 novembre. Toute la journée. Donc toute la journée, mais normalement on distribue que l'après-midi. Mais on ne demande pas mieux s'il y a un maximum de gens qui peuvent venir aider à partir de 8 h du matin quand les camions arrivent. Il faut tout mettre dans l'ordre, il faut les charger et puis... Et on s'est donné à peu près, tout est bien placé que vers midi. Et donc c'est ceux qui sont venus aider, bien sûr, qui ont la priorité pour quand tout est bien rangé. Généralement c'est vers 11 h, 11 h 30, pas toujours. Hein, non. Parfois il y a 1 heure. Ça dépend du nombre de gens. Donc on ne s'est pas distribué avant que tout est bien placé par ordre alphabétique, enfin, sinon, alors, c'est la catastrophe. Le plus optimiste, on dirait à 11h30, et le plus pessimiste à 14h. Quoi. Donc les gens qui sont venus aider ont la priorité pour le servir après, et puis après, ceux qui ne savent pas, c'est l'après-midi. Bon. S'il y a des questions là-dessus, donc les feuilles, c'est encore possible de commander les deux. Hein. Les feuilles sont sur la table là-bas. Les matériaux, c'est pas ici, Oui, mais il faut passer par ici pour savoir si tout est en ordre, si tout est arrivé, si c'est là. Et alors c'est ici à 1 km d'ici, la ferme Saint-Acaire. Il ne faut pas se faire rembourser, hein, c'est important quand même. Oui, mais maintenant la ferme Saint-Acaire, c'est une déviation, là, tu ne sais pas passer. Ah oui, je sais pas. Ouais. Ah oui, hein, fais attention. Hein. Ah oui, c'est vrai. D'ici là, il y a encore un bon mois. Ah oui, c'est mais vrai. ça fait déjà depuis... Oui, il faudra que je m'informe là pour savoir si ça va. Ah oui. Ah ouais, tu as raison de le dire. Congé pour tout le monde. Quoi, on ne sait plus arriver du tout. Ah non. C'est pas arrivé à la ferme Saint-Acaire. Ah ouais, c'est le tronçon de la route qui monte là. Et celle qui descend. Non, celle qui est au rond-point. Ça c'est barré là.
Ah bon? Tu sais aller à la piscine, Ah et ben, tu sais oui, plus mais ben, j'ai prendre demandé pour aller à la quoi. ferme. Ah ouais, ben, faut le- Bah, tu m'étonnes dans la piscine. Et ton parking Belgacom, à la piscine. il est rempli. Hein. Ouais. Ah ouais, si je mets des marchandises, alors là, c'est la guerre. Ah, les malheureux, ils sont tout mouillés. là. Alors, les conférences débats. On en a 2 de prévues, les autres, on va les prévoir à la prochaine réunion de comité, on va faire le programme d'année, c'est pas ça qui manque. Hein. Mais les 2 prochains sont déjà faits, donc ça se passe, donc le premier, le vendredi 26 septembre, de 17h30 à 19h. C'est sur les produits d'entretien. Et le vendredi 24 octobre, c'est sur les huiles essentielles. Donc c'est vendredi 26 septembre, produits d'entretien, vendredi 24 octobre, huile essentielle. C'est fait par Sylvia. Donc comment on appelle Ecovie, hein, c'est comme ça le mouvement. Hein. Sylvia, on fait ça de façon formidable. Donc c'est de 17h30 à 19h. Ici dans la salle. Là, tout le monde a une date notée? Ou bien, ouais, ça va? Vendredi 26 septembre, vendredi 24 octobre. Ignace? Oui, donc pour les fleurs, cette fois-ci, au mois de septembre, il n'y a pas de réunion. Pour les habitués, on fait une excursion. Donc il faudrait absolument venir me voir, ceux qui n'ont pas encore été contactés par Annie ou qui n'ont pas encore donné leur accord ou pas pour accompagner. Si possible aujourd'hui, parce qu'il faut réserver les embarcations. Et tant qu'on n'a pas réservé les embarcations, on ne sait pas l'heure de départ, parce qu'il y a déjà peut-être que tout est pris pour telle heure ou pour telle heure qu'on devra changer. Donc moi, j'ai l'impression qu'on partira peut-être quand même vers 8 heures au matin d'ici. Sauf s'il n'y en a que des embarcations de l'après-midi, là on partira peut-être un peu plus tard. Pour aller Pour aller à Amiens. Mais c'est Amiens. pour les habitués, en principe, des fleurs, parce qu'on ne sait pas aller à 50-60. C'est des embarcations de 10-12 personnes. Et matériel de plongée. Aussi. Ouais, Ah, des tubas. plonger sous la terre pour aller voir ce qui se passe. Faut voir les grenouilles. Et sinon, en octobre, ça reprend quand? Ben, il est marqué là, le 17 et le 14 novembre. Faut demander, hein, les gens, si c'est pas clair, il faut demander des explications. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas encore l'habitude. Sinon, venez me voir après la réunion. J'ai déjà noté une paire de noms. Pour l'instant, on est déjà 14, je pense, quelque chose comme ça. Ça fait 16. Donc c'est pas de voiture. Les enchères sont Pas ouvertes. de voiture individuelle, non? Oui, donc Ouais, c'est pas un autobus. covoiturage. Covoiturage, on va bourrer les. Et la date? Donc c'est samedi prochain, c'est pour ça que c'est urgent de s'inscrire. En même temps, il y a un truc aérien tout près de là, donc il va y avoir beaucoup de monde sur les routes. Et peut-être des gens aussi de ça qui vont en profiter pour faire le tour des ortillonnages. Parce qu'en fait, on va à Amiens faire les ortillonnages en barque et à pied. Parce que maintenant, on sait les faire aussi Il à paraît pied. qu'il y a un parcours. Il y a un parcours d'à peu près 7 km à pied, tandis qu'en barque, ça dure à peu près 50 minutes. Pour celui qui ne sait pas marcher, bon, c'est plus, comme je disais, pour les habitués. Sinon, il y a moyen de visiter alors la cathédrale ou autre chose. C'est tout près de la cathédrale, en fait, que le départ il se fait. Donc, voilà. Et tout le monde arrive, et s'il y en a qui ne savent pas rester toute la journée, s'ils ont envie de retourner, s'ils ont leur voiture, ben, ils retournent chez eux. Ils ne sont pas obligés de rester toute la journée. Donc c'est assez libre, mais c'est quand même organisé. Et c'est quand, on rappelle, c'est quand? Samedi prochain, Ah. le 13. Alors, soirée festive. Le samedi 25 octobre à 19h. Musique latino. Donc on fait 2 fois par an une soirée festive. Hein? J'avais marqué le 18. Une soirée festive samedi 25 octobre à 19h. Musique latino. Là c'est sûr, il faut s'inscrire. Ah, donc, parce que la salle, on sait mettre, je ne sais plus combien. 80, pas ça? 80, ils sont. Ben, 80. moins, parce qu'il y a ceux qui... Ouais, ça dépend combien ils sont, mais là, ouais, 70, ouais. Donc il faut s'inscrire là, pour savoir combien ils ont commandé de sandwichs. Donc c'est soirée libre, hein, il n'y a pas d'entrée, il y a une caisse, chacun met ce qu'il veut, et il y a de la bière, des sandwichs fourrés. C'est une soirée festive qu'on fait 2 fois par an. Et la dernière fois, c'était musique irlandaise, et Ouais. d'avant, c'était les musiques juives, non. C'était la chorale des Juifs progressistes de Belgique, c'est ça.
C'était magnifique. Alors, ben, chaque fois, c'était formidable. Chaque fois qu'on a fait une soirée comme ça, c'est dingue, hein, l'ambiance et tout, c'est formidable. Voilà. Donc, le prochain, c'est musique latino. Et après, au printemps, c'est les chorales Tiramisu. polyphoniques. Hein? Tiramisu. Tiramisu, ça s'appelle. C'est le nom. C'est le nom de la chorale. Tiramisu, c'est très Ça va bon, être bon, ça. ça, tiramisu. Tiramisu, ça veut dire qu'on peut lécher les musiciens. C'est jamais, hein. C'est des chants italiens. Voilà. Mais ici, donc il faut s'inscrire. Il faut savoir, j'ai dit les 70 premiers inscrits, parce que s'il y a plus, on ne sait pas mettre plus dans la salle, c'est impossible, donc il faut savoir. Et aussi, si on a moins, Non. Samedi il faut savoir, pas commander trop Quand on en prête. de sandwich, de baguettes, de viande, c'est pas la peine. Hein, voilà. Le samedi 25. Donc ça, c'est samedi 25 octobre, Voilà. à 19h. Oh, ça vaut la peine, hein, c'est des soirées comme ça, ouais. Alors, Porte ouverte à Albec, c'est... 2014. Porte ouverte à Albec, c'est après-midi. Donc à partir de 14h aujourd'hui. Mais ceux qui veulent aller là, pour le pique-niquer après la réunion, ils peuvent aller, ils sont les bienvenus. soirée. Alors, le plan, il est sur la table. Latino. Pour y aller, là, c'est pas loin, c'est 4 km d'ici, mais ils sont en plein milieu des champs, c'est pas enfin, quand on connaît pas, on sait pas, c'est pas facile. Quand on connaît, c'est rien du tout, mais voilà, c'est toujours comme ça. Hein. Donc, c'est à partir de 14h, entre 14h à 18h. Donc, c'est ouvert pour visiter. Ça vaut la peine. Hein. Donc, ici, c'est un jardin jardin d'anarchiste, hein, jardin de, bon, ben, je sais pas comment on peut appeler ça. Hein. Mangeur de frites. Ouais, non, mais disons, ouais, voilà. Si c'est un jardin personnel, comme chacun doit faire son jardin personnel, là, il fait selon tous ses fantasmes et tous ses rêves, hein, on fait comme ça. Là, avec, c'est plus jardin communautaire, donc on est à 7 familles, et c'est plus pour jardin communautaire et jardin maraîcher. Donc là, mais c'est les mêmes principes hein, de permaculture et tout. Ça veut dire la permaculture, chaque chose doit être différente de toute façon. Mais ici, c'est personnel, ça veut dire ensemble que rien n'est impossible, qu'on peut faire comme on veut. Là-bas, c'est un peu plus ordonné, un peu plus pour les gens qui veulent travailler ensemble, et aussi les maraîchers, hein, et, tout, et des maraîchers, quelque chose de beau. Parce que ceux qui manquent souvent, même je veux dire, qui manquent beaucoup en bio, donc on parle en bio dans les maraîchages, dans le machin, mais ça reste un peu triste, je trouve. C'est-à-dire, c'est des étendues de légumes c'est comme les autres maraîchers avant, sauf qu'on n'utilise pas des produits dangereux ou des engrais. Mais je trouve que c'est triste, alors qu'on peut faire une production même plus importante que comme ça, uniforme, avec des arbres fruitiers entre deux, des légumes et tout. Il faut voir la production qu'il y a là-bas, les légumes qu'il y a là-bas, c'est extraordinaire. Et sans engrais, sans pesticides, sans arroser. Il y a des professionnels qui sont venus il n'y a pas longtemps encore, ils n'en revenaient pas, ils ne voulaient pas nous croire que là-bas, il y a 30 ans qu'on faisait, qu'on n'avait jamais traité. De rien. Il faut voir les arbres fruitiers, la production, c'est incroyable. Donc, j'ai montré que c'est possible. Ils n'en revenaient pas que c'était possible, alors qu'ils dépensent tant d'argent pour arroser, pour faire, pour maintenir, et voilà. Donc, ça vaut la peine d'aller voir là-bas comment ça. Donc, tous les... Et entre deux, chacun, il y a que deux autres intermédiaires. Voilà. Donc, à partir de 14h l'après-midi, mais on peut déjà y aller après la réunion, ceux qui veulent pique-niquer là-bas. Ben c'est tout. C'est tout pour les informations. Hein. Ouais? S'il y a des explications, c'est le moment, non? Non? Tout va bien? Ah ben, alors. Semis du mois. Après, on va faire les explications sur les fruitiers. Semis du mois, donc il faut prendre la feuille, là, l'aide-mémoire. Mais je vais pas faire ça aujourd'hui, sinon on n'aura pas assez de temps pour parler des fruitiers et des fournitures. Il y a juste deux choses que je voudrais relever, qu'on n'a pas l'habitude, hein, pourtant qui valent vraiment la peine. Le premier, c'est les oignons hâtifs. Le semis d'oignons hâtifs maintenant. Donc vous allez dans le catalogue, il y a des oignons hâtifs rouges, jaunes, blancs. Hein, ceux qu'on connaît le mieux, c'est les oignons blancs, les oignons blancs de Paris qu'on vend au printemps, des bottes comme ça. Vous savez, ça fait des petits oignons comme ça avec la tige et tout, là, qu'on met en botte et qu'on vend. Ben, c'est maintenant qu'on sème tout ça. Donc, mais il y a des rouges, des blancs. Et donc on sème en pleine terre. Hein. Ça ne gèle absolument pas. Hein. On peut semer aussi en bac, en godet, si on a une terre je vais dire une terre très riche, ça veut dire le mauvais herbe aussi, enfin, tout il pousse. Alors là, on a intérêt à semer en pépinière, donc en pleine terre en pépinière ou bien en bac, hein, et puis le piquer. Donc les oignons se piquent bien. Mais sinon, on peut semer très clair en pleine terre. Donc maintenant, hein, tout le mois. Et puis on récolte ça à partir de fin mars, avril l'année prochaine. Donc, puis ça va grossir à fur et à mesure. Donc on tire entre deux. Donc on laisse là, et puis les autres ils grossissent. Et puis on peut faire la récolte ordinaire en juillet et août. On aura des gros oignons, enfin des gros pas.
je vais dire 100, 200 grammes, enfin c'est déjà des... si on laisse, mais le principe c'est d'avoir des oignons très tôt qu'on peut manger en verre. Déjà, il y a déjà des petites boules avec la verdure et tout ça. Et ça, c'est très intéressant. Les gens ils oublient, pourtant, c'est un légume, un des légumes les plus utilisés. Et donc, on a tout frais, voilà. À semer maintenant. Voilà. Sur les explications. Donc, alors, il faut une terre, semis d'oignons, une terre, pas dure, hein, une terre ferme. C'est-à-dire, ça ne peut pas avoir été récemment, par exemple, passé motoculteur, ou je ne sais pas, s'il y a des gens qui pêchent ou qui travaillent avec une grelinette. Non, hein. Donc ça, c'est juste nettoyer en surface. Hein. Les oignons ont bien de pousser dans une terre ferme, hein, qui n'est pas du tout tournée. Donc, une terre qui a été reposée. Ça se peut qu'elle a été travaillée il y a une paire de mois, mais qu'elle est de nouveau raffermie. Hein. Donc, c'est comme ça. Et, pas enterrer les graines. Hein. Enfin, vous passez à la dernière minute, vous préparez le terrain, s'il faut avec un sarcloir, hein, nettoyer dessus, tout ça, puis avec un quatre-dents, un croc. Par ici, on appelle ça un quatre-dents, donc c'est un croc, un quatre-dents. Vous passez en tirant, et pas le tourner. Donc vous tirez, ça fait des petits sillons, des tout petits sillons, puis vous semez là-dedans, ou machin, et puis vous repassez le quatre-dents, que c'est juste Recouvert. que les graines sont juste au-dessus, comme ça, juste à peine recouvertes. On pourrait même, je veux dire, à la limite, semer maintenant sans recouvrir, mais alors, c'est les oiseaux... Si on protège ou qu'on met un voile d'hivernage. Mais pour les oignons, c'est pas nécessaire. Non, mais pour que les oiseaux oiseaux ne viennent pas recouvrir et ouais, mettre un voile ouais, d'hivernage. Mais surtout l'enlever très vite parce qu'il va passer un Ouais, peu. ouais. De le mettre très haut alors. Ouais. Ou mettre au haut, ouais, avec des cerceaux. Voilà, donc ça c'est pour les oignons hâtifs, donc à choisir. Donc dans les oignons hâtifs, hein, il y a toutes sortes à choisir là maintenant. Et alors, le deuxième truc que je voudrais voir qu'on n'a pas l'habitude, ce sont les choux hâtifs. Donc à semer au mois de septembre, donc dans toutes les catégories. Donc les choux les choux blancs, les choux rouges et les choux de Milan. Hein, donc là, on appelle les choux Milan, je ne sais pas ce que c'est. Avant on appelait les choux verts frisés, mais c'est pas juste parce qu'il y en a de toutes les couleurs, donc c'est pas tous verts, il y en a tout. Donc les hâtifs. Donc on sème maintenant, alors, et on récolte ça, je veux dire, c'est pas l'avantage de récolter avant, on gagne 2 mois si on récoltait au printemps. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas avoir des choux, soit qu'ils soient attaqués par beaucoup de vent, mais le pire, c'est la hernie du chou. Il y a beaucoup de gens, la hernie du chou, ça veut dire des bactéries qui attaquent, et le pied il devient gonfle, il fait, hein, donc il n'y a plus moyen, ça fait une boursouflure là dans les racines, il n'y a plus de racines, et puis le chou il meurt. Hein, donc ça indique souvent un manque de chaux, parce que les choux ne savent pas pousser sans un pH proche de 7. Donc, quand on a une terre comme ça légèrement acide ou acide, on sait faire la culture des choux, mais pour l'accompagner, on poudrons tous les mois ou tous les 2 mois avec des algues marines. On poudrons les feuilles. Et donc on compense parce que les feuilles ils mangent le calcaire, la chaux qui manque, qu'il n'y a pas dans la terre. Donc on sait quand même faire des choux. Mais le grand avantage de faire ici les choux, ce genre de choux avant l'hiver, c'est qu'on les a plus tôt, donc 2 mois avant, mais surtout qu'il n'y a pas la hernie du chou. Donc l'hiver, les bactéries, les bébêtes qui attaquent sont en hibernation. Hein. Et donc on n'a pas la maladie, donc on a des beaux choux, je veux dire à partir du mois d'avril, mai, on a déjà des beaux petits choux à manger. Hein, si on laisse, ça grossit encore. Il y en a même qui peuvent venir énormes, mais pas énormes par rapport à la boule. J'ai déjà fait plusieurs fois l'expérience. On sait avoir des choux d'1 mètre carré comme ça, des feuilles énormes, mais le chou paumé lui-même n'est pas plus gros que les autres. Ah ouais, ça c'est... mais c'est très intéressant parce qu'on peut manger tout. Ou bien les gens qui ont des bêtes, des lapins, des poules, des machins, pour manger les feuilles du bas, chaque fois les grandes feuilles parce que les feuilles, ils font leur métier, je veux dire, de photosynthèse, hein, les grandes feuilles du bas, petit à petit, puis à un moment donné, ils ont fait leur tour, et on voit que c'est fini. Et avant qu'ils meurent tout à fait, on peut les tirer, les donner à manger, parce qu'alors ils sont encore très riches et tout ça, ou bien tirer, les mettre au pied comme compost. Ça ne sert à rien de les laisser dessus. Donc, ça sert aussi à quelque chose. Si c'est pas trop, selon certains choux, on peut aussi manger les feuilles. Parce qu'il y a des choux, on a parlé, quelqu'un m'a parlé de quel tantôt, hein, quel. Donc, K-A-L-E. Quel, dans le catalogue, je vais dire en français,
c'est les choux d'hiver non paumés. Il y a toute une catégorie de choux d'hiver non paumés. Ils résistent jusque, selon les informations, là, à moins 24 degrés. Donc, moi, je savais que c'était des choux qui ne gèlent jamais. Ils gèlent jamais, c'est des choux. Et là-dedans, ceux-là, il leur faut une bonne gelée. Ils doivent faire froid l'hiver pour qu'ils deviennent vraiment tendres. Normalement, avant, les gens les cultivaient beaucoup, ces genres de choux, uniquement pour les animaux, pour les lapins, l'hiver, tout. Et ça, c'est encore comme ça, parce que ça fait une production de feuilles incroyable, et en plein hiver, et en même temps, ça occupe le terrain. Le terrain ne peut pas rester nu l'hiver, donc ça, c'est tout. Il y en a des magnifiques, aussi, même au niveau décoration. Il y en a maintenant de toutes les couleurs. Il y a des rouges, il y a des noirs, noirs de Toscane. On dirait un palmier, c'est noir. C'est vraiment beau. Il y en a des tout rouges. Il y en a alors des verts frisés de toutes les hauteurs. Vraiment, c'est même décoratif. Et bien sûr, les gens ne les mangeaient pas parce qu'ils trouvaient ça assez dur. Et c'est vrai, sauf quand il y a gelé. Quand il y a gelé, ça vient bon et tendre et tout ça. Et donc là, on peut utiliser les feuilles. Ça ne pompe jamais. Attention aux pigeons et aux oiseaux, l'hiver. Qui aiment bien, qui viennent manger ça. Donc Ouais. il faut couvrir avec un filet, avec un grillage, quelque chose. Sauf si on veut donner à manger aux oiseaux et aux pigeons et tout ça aussi. Hein. La nature, c'est un peu de tout. Ils peuvent. Sinon, ils vont être en colère. Hein. Quand vous avez vu le film de Hitchcock, là, quand on les nourrit pas bien, là, ils attaquent les gens. Hein, donc il faut avoir des bonnes relations quand même. On couvre un sur deux alors. On en couvre un sur deux alors. Et surtout alors, la même chose, je dis pour les choux de Bruxelles. Pour les choux de Bruxelles. Il y a beaucoup de livres, beaucoup d'informations qui disent qu'il faut étêter. Étêter, ça veut dire Oui. le dernier, à un moment non dépassé. Alors, en effet, les petits choux peuvent venir un peu plus gros si on étête. Mais on rend la plante gélive. Plante gélive, ça veut dire qu'à partir du moment où on étête, ça, elle peut geler très facilement. Alors que si on ne l'étête pas, elle résiste par exemple jusqu'à moins 24. Alors que si on étête, peut-être à moins 5 ou moins 10, elle gèle. Donc, chacun doit choisir. Moi, je préfère pas toucher, avoir un peu plus petit, surtout que plus gros, c'est pas aussi bon. Quand on a des petits choux de Bruxelles très serrés comme ça, voilà. Parce qu'alors, si ça vient trop gros, ça peut venir trop gros, et puis alors, ça éclate, ça, c'est plus... Bon, chacun choisit, tout est bon toujours, hein, chacun choisit, voilà. Surtout que quand il sait pas, je dis quand ils sont pas trop bons, ou quand il y a tout, il y a toujours un pot de mayonnaise à côté, bien trempé dans la mayonnaise, ça adoucit, hein, voilà. C'est bon pour le régime. Surtout pas de gaspillage, gaspillage, c'est horreur, on gaspille tout par ici, il y a toujours un moyen, ou bien dans le Picalili, hein, celui qui veut pas, c'est une bonne nourriture d'ailleurs, entre parenthèses, hein, le Picalili, c'est une invention, c'est pas mal, c'est le vinaigre est très bon pour la santé, donc, surtout le vinaigre de pomme, enfin tout plein de vinaigre, pour la santé, il en faut un peu. Et donc, c'est beaucoup de chou-fleur, des oignons. Donc, c'est une bonne conserve, le Picalili. Hein. Et encore, en relation avec les frites, par exemple, en relation avec les frites, les gens, mais c'est venu comme ça parce que je me suis souvent longtemps demandé pourquoi, avant, on ne servait jamais les frites avec de la mayonnaise. C'était toujours avec du Picalili. Dans les pays du sud, dans le sud de la France, c'est toujours avec du Picalili qu'on sert les frites. Et je me suis demandé, il n'y a pas longtemps, pourquoi. Ben oui, parce que le Picalili est un bon digestif. Donc il y a du vinaigre, il y a machin, ça compense la graisse qu'il pourrait avoir dans les frites. Mais si vous faites des frites, sans graisse, autant manger du riz. Hein. Si on mange des frites, c'est pour avoir, justement, c'est la graisse qui fait le bonheur. Donc c'est pas la peine. S'il y a des explications supplémentaires, c'est bon. Les gens peuvent donner aussi l'explication. Ouais. On les sert maintenant aussi, les choux de Bruxelles? Oh Non. Je parlais de ça parce que c'est maintenant que les gens vont souvent étêter. Non, c'est beaucoup trop tard. Non, je suis tout seul. C'est en mars-avril, hein, pas plus tard que ça. Non. Donc dans les variétés de choux, il a dit, hein, mais moi il l'avait dit l'autre fois aussi, je n'avais pas saisi, c'est que les variétés hâtives qu'il faut choisir. Ouais. C'est marqué dans le catalogue. Hein. Ouais. Donc il est marqué à côté. Oui, dans toutes les catégories. Hein, Le chou, c'est très bon pour les et donc ça, rhumatismes. c'est pas la peine de protéger non plus. Hein. Ça ne gèle pour la pas. santé, Alors si on protège, justement, c'est parce qu'il y a des pigeons dans le coin et des oiseaux qui viennent bouffer. Ah ouais, comme à Albec, on ne saurait jamais cultiver un chou sans mettre un grillage dessus, parce qu'ils viennent bouffer le cœur, hein, les pigeons, les ramiers,
les tourterelles et tout ça. Et donc, ils bouffent le terre et puis le chou, il est foutu. Donc, au départ, pendant 1 mois, 2 mois, après plus, hein, pendant 1 mois, 2 mois, on doit mettre un grillage pour le protéger des oiseaux. Et comme il y a moins d'affaires l'hiver, selon là où on est, il faut protéger, hein, parce que, voilà. Mais pas du froid. Hein. Donc, il n'y a pas besoin, ça, pas besoin du tout. Ouais, Oui, il y a quelque chose que j'ai pas compris avec le semis d'oignon. On passe un coup de sarcloire, on passe avec un croc pour faire des lignes et on sème dedans. Et Ouais. on recouvre comment? Et après, on repasse avec le cadenas. on repasse avec le cadran, mais on va avoir de la Ensuite, grosse on repasse légèrement, et donc les graines sont couvertes. À côté, Mais elles, Bon. sont recouvertes, elles peuvent être recouvertes d'une grosse clotte de terre quand même. Ah non, ah non, ah non. Non? Ah non, non, quand vous passez avec le clou comme ça, ah non, non, ça fait des petits sillons Oui, d'un des demi-centimètre, petits sillons, pas plus même. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah non, non, pas plus, hein, ouais, ouais. Je me suis peut-être mal fait comprendre. Donc on repasse la dernière fois avec le clou, et ça fait des petits sillons d'un demi-centimètre, pas plus, il faut pas plus. Hein. C'est sans appuyer dessus. Hein. Sans appuyer, ouais. Pas que les dents, ils sont... Juste passer, et puis vous repassez, et puis là, tout est mélangé avec la terre, on sait pas ça. Voilà. Mais on peut semer, vous pouvez semer en ligne aussi si vous voulez. Hein. Une ligne, et faire un petit sillon d'un demi-centimètre, pas plus, hein, et puis le couvrir, et puis damer. Hein. Mais c'est parce que souvent, le semis d'oignon, je vais dire, si la terre n'est pas trop envahie, machin, hein, bien, alors il faut un courage dans les désherbés entre deux. Moi, je préfère, par exemple, je sème les oignons, oignons entiers, par exemple, tout ce qu'il y a, ou bien ici récemment, tout ce qu'il y a à semer, par exemple, la mâche, les tous les épinards, sur des bords comme ça d'une vingtaine de centimètres de large. Hein. Donc pas un sillon. Donc c'est la largeur du clos, c'est la largeur du cadran. Comme ça, puis fait tomber, puis voilà. Donc les feuilles, les graines, ils sont en fleurs, et puis ça pousse facilement, et sur une largeur comme ça. Et généralement, ça pousse vite. Les mauvaises herbes n'ont pas le temps, mais il faut avoir travaillé la terre, enfin travailler, pas travailler, cercler plusieurs fois avant. Par exemple, ce qu'on fait à Albec, c'est on met tous les poireaux. Donc on met les poireaux, on met tous les poireaux à 60 cm. Donc les lignes de poireaux à 60 cm. Et puis alors, entre deux, on vient, après, parce que là-bas, la terre, au plus elle devient fertile, au plus ça fait des tapis de mauvaises herbes. Enfin, les galines soga. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que là. Hein, c'est une mauvaise herbe qui vient d'Amérique du Sud, là, mais qui est comestible, entre parenthèses. Les poules, ils adorent ça. Les poules, et c'est comestible pour les humains, ça ressemble à l'épinard. Ça pousse à une vitesse incroyable. C'est des tapis complets, je ne sais pas combien d'années il faudra pour les relayer, je ne sais pas. Même, je ne sais pas s'il faut relayer, mais enfin, c'est du boulot parce qu'il faut tirer dessus. Donc, on est envahi par ça et d'autres choses. Et alors, tous les semaines ou tous les 10 jours, il faut aller sacler. Donc, selon donc on va 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, entre deux, jusqu'au moment où on voit qu'il n'y a presque plus rien, hein, 1 semaine après le dernier, qu'il n'y a plus beaucoup qui lèvent, puis alors on passe une 2e fois, et alors on sème. Hein, et comme ça, on peut semer alors large. Hein, tout plein d'affaires. Il va encore venir des mauvais et tout, hein, ça n'arrête jamais, mais on a maîtrisé, et ça va. Donc il faut faire comme ça. Et donc, ça s'appelle, enfin, ça pourrait s'appeler aussi des faux semis. Mais ça, c'est surtout au printemps. Et donc, au printemps, quand on a une terre beaucoup envahie par le mauvais herbe, c'est une bonne affaire parce que c'est ça qui fait l'engrais et tout ça. Mais alors, avant de semer les carottes, les oignons, ça met quand même longtemps, 15 jours à 1 mois, selon le temps, pour lever. Alors, les mauvaises herbes, ils n'entendent pas. Hein. Enfin, les herbes, c'est une mauvaise expression, je veux dire, les herbes spontanées, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Les Voilà. bonnes herbes, les mauvais Voilà, jardins. les bonnes herbes, voilà. Les herbes envahissantes. Ça pousse, donc il faut mauvais jardin. Et donc on fait un faux semis, c'est-à-dire qu'on prépare la terre comme si on allait semer, mais on ne sème pas. Et puis on attend 1 semaine, 15 jours, puis vous allez avoir spontané, ça pousse. Et alors on fait 1 fois ou 2 fois, et puis alors on fait le semis réel. Hein, ça nous évite beaucoup. Il faut réfléchir, mais ça nous évite beaucoup de boulot. Hein. Parce qu'après, semer les carottes, puis aller désherber les carottes, ou désherber les oignons, après comme ça, alors ça décourage les gens ils le font plus. Hein, tandis comme ça, il faut semer, ouais. T'en fais de saison, tu récoltes tes oignons. Ouais, allez, on va attaquer les choses sérieuses. Hein. Alors, on commence par les fournitures. Bon. Alors, il y a terreau, tourbe, algues marines, engrais organique, engrais poudre d'os, et puis voile de machin. Alors, quand on a une bonne terre bio, après quelques années, presque tout ça ne sert à rien.
Donc, le but ici, avec la feuille, c'est pas d'avoir beaucoup, plus, c'est d'essayer de se passer même de tout ça. Mais les algues marines, ça c'est important. Alors, ben voilà, mais ça dépend pourquoi. Ouais. Les choux. Moi, par exemple, pour les algues marines, j'en ai plus besoin dans mon jardin. Pour mon jardin, il y a... Pas sur tes choux. Non, il n'y a pas besoin, j'ai plus l'aérie, plus rien. Ça, non, pour le moment, plus rien. Mais j'en ai besoin, par exemple, pour mes poules. Bon, alors, c'est quoi les algues marines? On va commencer par le plus important parce que souvent, on n'a plus rien besoin d'autre, mais on a besoin des algues marines. Alors, les algues marines, c'est une poudre calcaire, et donc qui contient 40% de... Je pense qu'il n'y a plus marqué là, à un moment donné, il était marqué. Donc, 40% de chaux et 30% de magnésium. Et aussi, à peu près, je crois, 120 éléments différents. Donc des oligo-éléments. Ça veut dire du fer, enfin tous les éléments qui existent. Du fer, du bois, enfin 120 à peu près éléments. Donc c'est quelque chose de très riche en oligo-éléments. Alors on sait que ce qui détermine la fertilité d'une terre, la grosseur de vos légumes, la saveur de vos légumes, c'est pas le nombre, je veux dire, en quantité d'engrais que vous allez mettre, c'est l'ensemble. Si vous manque un élément, un oligo-élément, par exemple le bore, le bore, il faut, je pense que ça doit être 10 grammes pour un hectare. C'est ridicule, hein? Ouais, c'est ridicule. Mais s'il n'y a pas du bore dans la terre, vous mettrez des poirées, des betteraves rouges, des machins, ils vont être nécrosés, ils vont être malades, ils vont pas, donc ça ne va pas aller bien. Donc, et dans tout, c'est comme ça. Donc c'est le plus petit dénominateur qui détermine le reste. Donc vous pouvez mettre dans une terre pauvre qui n'est plus vivante, vous pouvez mettre beaucoup d'engrais azotés, potassiques, et le principal, là, comme on dit ici, les engrais ordinaires, il n'y a plus rien d'oligo-éléments, parce que la terre est venue pauvre, et tout ça, ah ben, ça va être triste, hein, ça, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, c'est pour c'est pour les eaux, hein, vous allez trouver dans les... Ah, donc ça ne sert à rien, c'est ce qui se passe maintenant, beaucoup en agriculture. Alors, maintenant, on essaie de corriger en agriculture, on va faire des prélèvements pour savoir lesquels oligo-éléments il manque, etc. Et puis on rajoute ça, mais c'est du bricolage, c'est du machin. Alors quand on utilise des fumiers, des composts de tous les éléments, il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire du compostage de surface, le maximum, recycler tout ce qui a poussé dans votre jardin, et surtout ce qu'on appelait avant les mauvaises herbes. Tout d'abord, les mauvaises herbes, 9 sur 10, c'est des bonnes herbes. On les appelle les mauvaises herbes parce qu'on ne les connaît pas, on ne connaît pas le nom, on ne sait pas à quoi ils servent. Mais une fois qu'on rentre dedans, qu'on connaît leur nom, c'est-à-dire qu'on sait ce que c'est, 9 sur 10 sont comestibles. Donc c'est des aromatiques ou bien des anciens légumes. Comme la bourrache, par exemple, la bourrache est devenue une mauvaise herbe. C'était un des légumes, le principal, au Moyen-Âge. Ce qui n'est pas souhaité à son pire ennemi, là. C'est comment l'égopode dégoûteux. L'égopode. C'est un légume délicieux, formidable, mais les gens, c'est la pire mauvaise herbe qu'il y a. C'est pas à souhaiter à son pire ennemi. Hein. Si vous voulez faire une blague à votre voisin, vous mettez ça là, il va être occupé toute l'année à tirer. Hein. Donc, vous allez dire, pendant ce temps-là, il ne court pas les rues, il ne va pas au cabaret, mais voilà, c'est bon. Ça dépend du but qu'on le cherche, hein, c'est pas mal. Hein. Mais, donc ça, c'est... Ah ben, tout ça, quand on les connaît, et tout, donc c'est très rare les plantes vraiment toxiques. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que ce qui pousse là où ça pousse, ça veut dire hein, ce qu'on appelait avant les mauvaises herbes, les herbes spontanées, c'est eux qui contiennent le plus ce qui manque à la terre. Donc c'est le principe de la nature. On a étudié maintenant depuis, et sérieusement, les 10-20 dernières années, sérieusement, comment on passe du désert à la jungle, du désert à la forêt. Et donc, on a étudié tout ça. Attends, on a été très surpris, parce que dans n'importe quel désert, tout à coup, il pousse certaines variétés de plantes. Et ces plantes contiennent ce qui manque pour passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire des autres plantes. Sinon, il n'y a pas moyen. Et c'est comme ça, et chaque fois. Et puis, ça diversifie. De plus en plus, il y a des plantes qui contiennent des éléments qui manquent là, et c'est ça qui est formidable, c'est que la terre ne contient pas ces éléments, ou en quantité infime, mais la plante a le don de les concentrer, ou bien de les fabriquer. La plante les fabrique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, tout ce qui pousse spontanément, c'est le meilleur engrais qu'on puisse avoir. Donc, meilleur que n'importe quoi, parce qu'il contient ce qui manque le plus à la terre. À condition de tirer et de laisser sur place, bien sûr. Ah, parce que maintenant, les gens, souvent, nettoient le jardin, ramassent les mauvaises herbes, et puis ils vont les mettre sur le banc de compost. Tant qu'ils font ça,
il va toujours manquer sur la terre, là où ils ont poussé, et donc ça va toujours revenir. Tandis que si on laisse là où c'est, une fois que la terre est chargée en ce qu'elle manque, par exemple, le chardon, par exemple, tout ça, les chardons, tout ça, va disparaître tout seul, des choses avec... on ne s'est pas fait disparaître. On peut acheter des herbicides et tout. Bon, ça va disparaître pendant 3 mois, 6 mois, et après ça va revenir. Il n'y a pas moins. Tandis comme ça, bien, quand la terre est chargée des éléments que contient ça, donc ça fait partie de ce truc, ça ne va plus pousser. Même s'il y a des semences de chardon, par exemple ailleurs, qui viennent sur votre terre, ben, ils ne vont plus germer. C'est pour ça qu'il y a certaines semences, quelquefois, qui ne germent pas sur la terre et tout ça, dans ces conditions-là. Parce qu'ils ne sortent pas de leur dormance et que la terre fait qu'ils sont annihilés. Il les empêche de lever parce que la terre est remplie de ça, de ce qu'on ramène. C'est peut-être difficile à comprendre, mais si on ne comprend pas bien... donc c'est assez simple, ensemble, le principe. Hein. Recycler sur place ce qui est là. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours moyen. Mais alors, si par exemple on ne le sait pas, pour l'une ou l'autre raison, hein, on a été envahi, et qu'on met sur un mont de compost, par exemple, en attendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas grave, mais il faut que ça revienne le plus vite possible. Mais l'idéal, c'est tout ce qui pousse, là où ça pousse doit revenir. Si on fait le mieux, alors c'est une autre façon, par exemple, de récolter les légumes. Les laitues, les légumes, tout ça, les choux, c'est de les décortiquer sur place. Hein, donc, c'est une question d'habitude, parce que c'est le même. Hein. On plante, on coupe, on va à la cuisine, et puis après ça doit tourner. Tandis que si on le fait sur place, bon, on plante ce qu'il faut pour ce qui est bon, et le reste, on laisse sur place, ça c'est un moyen. Les laitues, tout, on décortique sur place. Surtout que, beaucoup de choses, quand on décortique sur place, ça repousse. Hein. Les choux, les laitues, les poireaux, presque tout. Hein. Par exemple, les choux, vous avez votre chou, vous coupez le chou, les vieilles feuilles, vous laissez là, vous laissez le bâton. Hein. Vous laissez le bâton. Hein. Père de mois après, vous avez 3, 4 petits choux qui poussent, qui reviennent sur le bâton. Hein. La laitue, si vous faites sur place la laitue, par exemple, vous décortiquez sur place là, vous ne pouvez pas couper, il faut laisser le cœur. Hein, comme beaucoup d'autres plantes, des épinaires, tout ça, pas couper. Laissez le cœur, puis avec une vitesse incroyable, ça le fait, hein, ça le fait une laitue paumée. Et l'épinaire, ça le fait. La mâche aussi. Vous ne coupez pas la mâche, vous avez de la mâche pendant des mois et des mois, si vous laissez le cœur, vous prenez que les grandes feuilles, hein. Alors ça pousse à une vitesse incroyable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le stress, la plante. Si vous coupez, vous stressez la plante. Et quand la plante a un stress, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche à se reproduire. Hein, pour ne pas mourir, donc à reproduire la race, la variété. Donc elle monte en graines. Tandis que quand vous laissez le cœur, le stress est quasi inexistant. Et donc vous avez beaucoup de récoltes. Hein, vous coupez avec les épinards, vous faites une récolte, 2 récoltes, après ça monte. Vous laissez le cœur, vous faites 4, 5, 6 récoltes avant que la plante ne monte. Et donc les choux. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent rester sur place. Les poireaux, vous les coupez, on a encore fait à Albec cette année, on avait mis assez tôt des poireaux géants de Chine. Hein, il y a des poireaux qui font 1 mètre de haut, là, et puis en métaux, mais il y avait quelques-uns qui commençaient à monter. Alors on a dit, on peut commencer, c'était il y a un mois à peu près. On va commencer à les manger. Mais on ne les a pas tirés, hein. On les a coupés à ras du sol. Hein, donc, vous le mangez, coupé à ras du sol, tous les poireaux. Oh, maintenant, ils sont nouveaux comme ça. Hein. Ils poussaient à une vitesse 1 cm, 2 cm par jour. C'est incroyable ce que ça repousse. Donc, il y a beaucoup de légumes comme ça, il faut réfléchir. Hein, parce que sinon, c'est des habitudes, je vais dire, de maraîchers ou d'agriculteurs. Eux, quand ils récoltent, bien sûr, ils récoltent tout, ils mettent autre chose. Et nous, on a copié là-dessus, les jardiniers, et c'est pas du tout la même chose. Hein. Et donc, en maraîchage aussi, on pouvait faire ça, laisser sur place. Surtout que, quand ils sont bien implantés, les plantes, bien des racines, ils vont chercher l'eau plus loin, donc ils sont moins stressés par l'eau, par les conditions climatiques, par la chaleur, par tout. Donc, c'est des plantes, vous avez costaud, résistent mieux au gel, à tout. Hein. Donc, on a intérêt, une fois que les plantes sont bien, de reconsidérer comment on fait, comment on les mange. Les choux paumés aussi, quand on les mange en crudité, on n'a pas besoin de tout le chou. Nous autres, on enlève les feuilles de la pomme. Et le restant reste toujours frais. C'est mangé 2 semaines, 3 semaines sur un chou. On enlève avec 5-6 feuilles. Souvent, si on rajoute de la mâche et autre chose, on a bien assez pour 2-3 personnes. Donc ici, le but, c'est de fertiliser. Donc c'est ça. C'est ce qui pousse naturellement. Après un certain nombre d'années, donc quand on a... Donc le principe est remuer le sol le moins possible. Ça, c'est
Le moins possible, hein, et surtout le moins profond possible. Pas perturber la vie du sol. Alors c'est la vie du sol qui va détruire. Et au plus la vie du sol grandit, mais il faut plusieurs années, à fur et à mesure, un nombre de vers de terre, de cloportes, et puis après tous les bactéries. Mais c'est par milliards hein, au gramme. Hein, une fois qu'il y a la vie dans le sol, donc après il n'y a plus de problème. Tout ce que vous mettez va disparaître à une vitesse incroyable. Et surtout aussi, ce qu'il faut, c'est ne pas court-circuiter la nature, c'est-à-dire refaire, comme un sol de forêt, refaire tout. C'est-à-dire, même les choses les plus grossières servent à quelque chose parce que dans les forêts, par exemple, il faut des champignons, il faut des bactéries, il faut tout, qui n'attaquent que le bois pourri, que tout ça. Et ça sert de nourriture aux autres après. Donc il faut essayer de refaire le cycle. C'est-à-dire qu'on pourrait broyer, il y a des machines à broyer, on broie. C'est parce qu'on aide la nature, on pense qu'on aide la nature à aller plus vite. Ça peut servir, mais ça aide surtout nous à diminuer la quantité quand on en a beaucoup pour faire. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, ce serait de mettre les choses, mais il ne faut pas toujours chercher l'idéal, hein, chacun doit trouver ce qui lui convient mieux. Mais le mieux, enfin pour la nature, c'est mettre les choses dans l'état le plus brut possible, pour que tout le cycle se fait, pour qu'il y ait de nouveau des champignons, des bactéries, pour que les oiseaux, le machin, tout le monde trouve sa nourriture et fait, et donc ça fait une richesse du sol incroyable. Mais c'est sûr, il faut un peu plus longtemps. Donc il n'est pas nécessaire, quand on a des arbres, quand on a des plantes, il n'est pas nécessaire, nous fait croire qu'on a besoin d'un broyeur. Ben non, hein. Et le BRF, là, beaucoup, BRF, il parle du BRF, là, le Bois raméfié. Ouais, bois ramifié, donc passez dans un machin. Mais si vous coupez vos arbres, enfin, la taille et tout ça, vous mettez là, ça va mettre 1 an de plus pour le machin, mais l'effet sera beaucoup mieux. Ça va prendre un peu plus de temps, mais toute la nature va se le faire, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de champignons, de bactéries. Et qu'est-ce que ça fait qu'il y a de plus en plus de bactéries différentes, de champignons, de tout? C'est qu'ils sont là pour défendre les plantes. Quand ils sont là, il y a beaucoup moins de mildiou, d'oïdium, de tablure, de tout, parce que tout est là pour combattre ce qui vient de l'extérieur. Donc, ici, dans mon jardin, je suis encore embêté avec le mildiou. C'est seul à faire avec certaines années, c'est sûr. Mais pour le reste, plus. Tavelure, oïdium, mildiou, enfin, tous ces trucs, gros pieds du chou, là, hernie, tout ça a disparu parce qu'il y a tous les bactéries, tous les champignons. Et il y a même, les dernières, enfin, depuis quelques années aussi, on sait que, par exemple, pour les solanum, sur la solanum, c'est-à-dire les tomates, les pommes de terre, les aubergines, les poivrons, quand ils viennent pousser sur leurs propres déchets, sont beaucoup plus résistantes à la maladie, par exemple au mildiou ou à l'oïdium. Parce que, quand il vient, dans tout, la nature c'est comme ça, il y a tout et son contraire. Toujours, là. Tout et son contraire. Il y a une bactérie qui vient manger, il y a une autre bactérie qui vient manger celle-là, et tout. Mais il y a toujours un temps comme ça. Donc quand on remet, pour tous la famille des solanum, donc quand on laisse les déchets de tomates, par exemple, sur place, et tout ça, et qu'on remet à la même place, il y a déjà des bactéries, par exemple pour le mildiou, c'est des champignons qui sont développés, qui mangent le mildiou qui vient de l'extérieur. Donc il y a beaucoup moins, il y a déjà une première résistance. Mais pour le mildiou, c'est un truc qui ne suffit pas. Pour beaucoup d'autres affaires, ça suffit. Ça suffit. Il suffit de. C'est pour ça on taille, par exemple, moi je taille l'été, et je mets tous les parties, tout le bois au pied, même les parties malades, surtout les parties malades, ça fait vaccin, ça fait homéopathie. J'ai des arbres, des fruits. Il y a presque quasiment plus de problèmes à ce niveau-là, donc ça s'équilibre. Donc au plus il y a des champignons, au plus des bactéries, de plus en plus un sol vivant, de plus en plus, c'est lui qui va régler, qui va faire. Et on aura de moins en moins de problèmes avec des maladies, avec tout ça, problèmes de fertilité. Et des légumes qui deviennent géants. Il faut aller voir l'après-midi à Arbec, ou bien ici, il faut voir le maïs, les courges. Maintenant, j'ai des courges qui sont à 4 mètres sur les arbres. J'ai pas vu, j'ai vu cette semaine, je n'avais pas encore vu. Bon, c'est une courge, ça, ouais. Ça, tout. Le maïs, tout pousse à une vitesse, alors qu'on disait avant, on justifiait les produits bio, ça coûte plus cher, parce qu'il n'y a pas autant de production. C'est ça qu'il disait. Mais c'est faux. Après quelques années qu'on travaille de cette façon-là, la fertilité devient extraordinaire. Donc, premier truc, après quelques années de recyclage, de tout ce qui a vécu, de la cuisine, du jardin, tout mis sur le sol, jamais rien enterré. Jamais rien enterré. Donc, tout peut venir. Même les épluchures de bananes, d'oranges, de
de choses qui ne pourrissent pas. Parce qu'il y a des choses qui ne pourrissent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des fruits maintenant. Il y a des fruits, ouais. On dirait que c'est des fruits en marbre. Hein. Là, et 2 mois après, ils sont encore toujours tels quels, pas pourris, rien. Tout à fait. Bon. Ils ont été trempés, je ne vais pas dire dans le formol, mais je ne sais pas, là, ça ne bouge pas. Mais ça ne fait rien à utiliser quand même les pots de tout ça. Ils mettront plus longtemps, mais mettez-les en surface, pas enterrés. Parce que si vous les enterrez, ça fait des herbicides. Ça empêche la... Si vous ne les enterrez pas, ils vont être attaqués par des champignons, des machins qui vont détruire, qui vont recycler tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. Même de l'herbe. Moi, j'ai de l'herbe des voisins. Il y en a qui jettent de l'herbicide sélectif. Je vois tout de suite. Il n'y en a pas. Ah ben, l'herbe que je mets, par petite couche d'1-2 cm, on s'en met 1 mois. Quand ça a été traité à l'herbicide, je vois, ça met 2-3 mois. Mais ça ne fait rien. Je ne vais pas enterrer, ça part quand même. Et du moment qu'on fait en surface, tout y transforme. Il n'y a plus de danger. Hein. Même les pires maladies. On recommence maintenant à préconiser le purin humain. Pendant des décennies, on a dit que c'était mauvais, que ça transmettait les maladies, tout des conneries, c'est sûr. Ça, c'est Monsanto. Je ne sais pas s'il existait à ce moment-là, mais c'était pour les engrais chimiques. Hein. On voulait vendre les engrais chimiques, les bandins. Et donc, on disait le caca humain, le fumier, c'est sale, il ne faut plus utiliser le fumier. C'est si facile d'utiliser. Vous achetez un sac d'engrais, vous le jetez. Mais maintenant, c'est la catastrophe. Les champs, il n'y a plus d'humus, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'est devenu incroyable. Vous mettez de l'engrais azoté, 5%, c'est pour les plantes, 95%, ça se retrouve dans les eaux, dans les eaux potables. Et donc c'est devenu là quelque chose de complètement fou, tout ça. Donc tout ça peut être recyclé. On sait maintenant, on a fait les expériences, que le purin humain, les bazins, les antibiotiques, et tout ça est détruit quand la terre est vivante. Vous jetez sur la terre, la terre, les microbes recyclent tout, garanti. Donc il n'y a pas de problème. On refait d'ailleurs comment on appelle ça? Quelqu'un est venu faire une démonstration, là. Les toilettes sèches. Les toilettes sèches. On va d'ailleurs une fois le faire, hein, donc c'est de la paille ou bien des copeaux de bois et tout ça, et puis ça n'a pas d'odeur, rien, et puis on recycle ça sur le jardin qu'on composte. Les gens qui utilisent ça, c'est formidable. Avant, moi, quand j'étais petit, j'ai jamais connu un conseil, j'ai même un mauvais souvenir. Le jardin n'était pas à la maison, il était plus loin. Et mon père, c'était les corvées, c'était aller conduire la machin sur le champ. Oh, ça, c'était, on était, je ne vois pas comment on était. On sentait pour la rose après. Et, alors, et quand on faisait tomber le tonneau de purin, encore avec la brouette, on recevait encore une raclée en plus, hein, parce qu'on avait perdu. Mais il y avait ça comme fertilité du sol. Et les sols gardaient leur fertilité pendant longtemps. Les sols qui sont restés les plus fertiles au monde, c'est la Chine. Parce que la Chine n'avait jamais eu les moyens, trop pauvres, donc utiliser leurs toilettes, c'était leur seule richesse. Leurs terres sont restées fertiles, d'une fertilité formidable. Donc voilà. Donc maintenant, on a des tas de choses pour dire que tout ce qui a été vivant à un moment donné, tout ce qui était machin, peut être recyclé. À condition, encore une fois, pas rien enterré. Rien, mettez tout en surface, rien enterré. Et c'est la terre, au plus vivante elle est, au plus tout ça va venir chercher et va disparaître. Et va oui. J'ai coupé des grands sapins et j'ai gardé le bois, la verdure. Hein. Il y en a de grandes quantités. J'aimerais bien peut-être les broyer, les remettre sur le... Oui. Ah ben, alors... Oui. Alors récemment, c'est tout récent, c'est les dernières choses comme ça, qui sont étonnantes. C'est les dernières choses étonnantes. Quand vous enterrez, donc, toute la famille des pins, sapins, touillas et tout ça, donc ils sont très acides. Quand ça vit, ça rend la terre acide autour de lui. Quand on l'enterre, ça rend la terre acide aussi. Quand on met en surface, pas. Ça, c'est les derniers trucs que c'est assez étonnant. Donc, c'est surtout des jardins bio en permaculture, des gens qui ont recyclé, donc ils ont mis en surface de tout recycler. Ah ben, il n'y a pas là, ça ne rend pas la terre plus acide. Donc, il n'y a pas à hésiter. Donc, on peut le faire. Mais, de préférence, mettre là où les plantes, ils aiment bien ça, ce genre de compost-là, c'est les solanacées. Hein. Donc, c'est les tomates, les pommes de terre, les fraisiers. Voilà. Donc, là si vous avez ça, mettez de préférence là, parce qu'en même temps, ça va aider. Moi, j'ai mon voisin qui avait coupé ses tuyaux et il a laissé les racines. Il a planté des patates, des rates. Donc, une rate, ça donne presque pas de production. Mais là, il y avait facilement un seau par pied. Incroyable. Il m'en a donné parce qu'il disait, je ne sais plus quoi en faire.
Et pour revenir à ce que Gilbert disait, que tout a son cycle, et j'ai lu un article hier soir, que les arbres, normalement, on devrait les nettoyer avec une batte, pas avec une scie. Donc, quand on tape sur les branches mortes, ce qui a déjà été entamé, consommé par les champignons, à ce moment-là, elles tombent. Mais quand c'est mis sur le sol, ce processus est déjà raccourci. Donc, il n'y a déjà pas, normalement, il y a quelque chose qui se passe quand il est encore sur l'arbre, qui est nécessaire pour qu'il continue quand il est par terre. Ah, tiens, ah bon. Donc, il y a déjà des champignons qui sont là, qui sont différents que ceux qui sont à terre. C'est juste. Quand on voit une branche morte sur la nappe, elle Donc reste là, mais... pour un bien, il faudrait les pas laisser sur l'herbe. Les alors. branches mortes, il faudrait les laisser sur... Elles vont tomber toutes seules. Elles tombent tout seules. Mais si on veut nettoyer, on tape dedans. Ah, tiens. On voilà. ne coupe pas. Ouais. Oui, j'ai fait l'expérience de mettre des tailles de tuyas et d'ifs sur le sol de mon potager pendant tout l'hiver. J'ai tout ratissé au printemps et il n'y a rien, aucune graine n'a germé. J'ai vraiment une catastrophe au niveau de la germination. Ah bon? Ouais. Donc ça, c'est bien pour les solanacées, mais là où on va faire ces semis, Bon, ben, Non, ça m'étonne, parce celui, que, ça va pas. parce que normalement, les semences germent mieux au terrain acide qu'au terrain calcaire. Ouais. Ah oui, Après, puis après, ils ont oui, mais blâmé, c'est ouais, trop acide. c'était trop. C'était trop. Il y a peut-être autre chose. Elle aurait peut-être dû mettre... Corrigé avec des algues marines. Voilà. Faire démarrer Les gens en pot, ont puis envie. Mais enfin, ça, c'est étonnant. Quand même. Donc j'ai fait ça dans des petits pots, j'ai dit ça. Ah, Mais c'était une catastrophe. ah, tiens. Si les tomates ont mildiou, est-ce qu'on recycle quand même aussi au pied des tomates? Ah oui, oui, justement. C'est... Ouais, 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 ouais. Moi, là, tous les plants de tomates sont avec des mildiou, donc je ne sais plus rien en faire. Et justement, je me disais, est-ce que c'est bon de le remettre là sur la terre Ouais. ou pas? Ah oui, remettre à la même place, parce que il y a des champignons qui attaquent le milieu extérieur et qui vont être présents, donc ils vont défendre la plante. Donc vous le mettez à la même place. Replanter l'année prochaine aussi en plus des tomates ou c'est aussi... Pardon? Est-ce que l'année prochaine, je peux quand même replanter des tomates Ouais. au même endroit Là, oui, mais sur les déchets, si vous avez les déchets sur place. Au même endroit, moi. À condition que vous laissez les déchets. Ah oui, oui. Et les déchets vont être détruits par un autre champignon et par des bactéries qui vont défendre après quand vous le Même mettez. si ça en serre, Pardon? même si ça en serre, Oui. Ah ouais, remarque ouais, que ouais, la- ouais. ça se fait pas de la même façon qu'à l'escalier. Ah non, non, ça fait rien. Mais il faut surtout garder votre serre humide, même en hiver. Ah ouais, ah ouais, ouais. C'est là l'erreur qu'on fait souvent. Parce que là, sinon, Il n'y a plus rien, Bon, alors, tout ça jusque maintenant pour dire que, après quelques années, après que la terre devient vivante, on peut se passer quasi totalement d'engrais. Il n'y a plus besoin, au niveau des engrais, des fertilisants, il n'y a plus besoin de fertilisants extérieurs. Hein, donc, à un moment donné, et même la végétation qui pousse après quand une terre est vivante, aussi bien sur le sol, hein, herbes spontanées, arbres et toute la végétation, suffit amplement. Et même la terre devient de plus en plus riche. Ils sont venus faire les prélèvements ici. Moi, j'en avais, la dernière fois qu'ils sont venus, c'était une petite dizaine d'années, je pense, quand ils ont fait là, 3 kilos, 12% d'humus, 3,5 kg de vers de terre au mètre carré. Et tout. Ils sont revenus parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, ils pensaient qu'ils s'étaient trompés dans le calcul de labo. Et donc, après, ils m'avaient dit, il avait écrit une note bien gentille en disant que je n'avais plus acheté d'engrais, que j'avais suffisamment de fertilisants pour les 10 ans à venir. Mais pourtant, ils n'avaient pas compris, ils n'avaient jamais mis d'engrais. Hein. Il y a quelque chose qui leur a pas... Donc, et ça augmente. Donc, je ne sais pas si quand vous voyagez dans le jardin ici, vous voyez la masse végétale qu'il y a. Donc, produit. Ça dépasse tout, hein. C'est extraordinaire. Hein. Donc, il y a assez après quelques années. Bon. En attendant, quand on démarre, il faut bien, donc, d'abord pas enterrer, mettre tout l'engrais organique, le fumier, chercher à avoir des choses les plus grossières possibles. Hein. Fumier, mais tout peut servir. Tout ce qui a été vivant à un moment donné, hein, tout peut servir. Même le carton. Hein, le carton, le papier journal, tout. Il n'y a plus de danger parce que les encres, il est interdit, ça fait des années maintenant, il est interdit de mettre des métaux lourds. Maintenant, dans les encres de papier, c'est tout des encres organiques, hein, qu'on dit qu'ils se détruisent et tout ça. Donc on peut mettre les cartons, les papiers, si vous n'avez pas du compost, si vous n'avez pas de fumée, s'il n'y a pas autre chose, en attendant, parce que le carton, c'est du bois, hein, le papier, tout ça. Et ça n'empêche pas les échanges avec, avec le ciel, avec la nature. Alors,
il y a des gens qui sont tentés par le plastique noir, ou le plastique. C'est vrai que sur un an, c'est spectaculaire. Quand on met un plastique noir et qu'on cultive des plaisirs et des légumes sur du plastique noir, c'est formidable. Mais après, c'est dégressif, hein, parce que la vie du sol, comme il n'y a plus d'échange avec la lumière et tout ça. la vie du sol, elle diminue, et donc la fertilité, après, elle baisse. Mais c'est vrai que pendant un an, donc évitez le plastique noir, parce que vous payez à long terme, après, hein, ça peut aller. Il faut préférer le carton, le papier, ou tous les autres affaires, hein, si vous voulez, comme ça. C'est Maintenant, bon truc, ils hein. font des plastiques maintenant avec le maïs et tout ça, Ah, ouais, ouais. qui est biodégradable. Ça dure, pour le plus long, c'est à peu près 6 mois. Donc, ça protège le sol, et après 6 mois, il n'existe pratiquement plus. Mais il faut essayer de mettre des choses que je la vois pluie combien peut ça continuer coûte. de passer à travers, hein, les échanges et tout ça. Excusez-moi, à Albec, vous mettez du fumier dans le potager quand même. Fumier cheval, oui. Ouais, ouais. Donc, Ben, il y a quand on même utilise un ce qu'on a. apport Chacun doit extérieur. utiliser ce qu'il a. Hein, ouais. Oui, oui. Il y a quand même un apport extérieur pour une production telle que celle-là. Comment Ouais. ça se fait qu'à Albec, vous apportez du fumier et Ben, qu'ici, vous parce qu'on a, je dirais, un contrat avec quelqu'un. Il y a très longtemps qu'on a dit qu'on chargeait pour avoir le fumier pour rien, il fallait aller chercher. Donc, et on continue d'aller chercher. Alors que c'est beaucoup trop, on n'est pas loin de tout ça. Donc on réserve pour certains trucs, pour les pommes de terre, pour les choux, pour des choses comme ça. Pour les plantes gourmandes. Ouais. Mais le fumier, au niveau de l'azote, c'est pas excessif. Hein. On dit toujours que c'est très riche, c'est pas vrai. Hein. Le fumier contient 1 à 2% d'azote dans la masse. Contient du phosphate, de la potasse, un peu tout, c'est un bon, mais pas beaucoup d'azote. Hein. Ça, c'est un mythe, hein, que le fumier contient beaucoup d'azote. Le vrai fumier, je ne parle pas du caca pur de poule ou de cheval ou tout ça. Ça, ouais, ça c'est beaucoup plus riche. hein. Je parle Avec la paille. de la paille, du fumier. Ah ouais, ouais. Et les gens qui font ça bien, qui changent tous les semaines, le box, tous les semaines est nettoyé de cheval, par exemple. Donc c'est il n'y a quasiment pas beaucoup de caca par rapport à la masse, à la paille, tout ça. Mais on pourrait faire, oui, on n'est pas obligé, avec si on a des herbes fruitiers et des mauvaises herbes, ça peut aller. Donc il faut les deux, hein. Il faut du bois, le machin, et puis, après quelques années. Mais au début, on peut aider, quand le terrain n'est pas fertile et tout ça, là, on peut aider. Donc c'est à quoi ça sert ici. Il y a deux choses, l'engrais organique et l'engrais poudre d'os. Donc, alors, l'engrais organique, donc, c'est azote, phosphore, potasse, magnésie. J'ai dit tantôt, hein, tout il sert. Hein, tout, il faut de tout. Mais l'azote est absolument indispensable, c'est la première chose, parce que c'est ça qui fait le volume, qui aide la photosynthèse, qui fait s'il n'y a pas ça, il n'y a rien qui pousse. Donc il ne faut pas rejeter complètement l'azote. Mais sitôt qu'il y a trop d'azote, c'est ça qui provoque aussi toutes les maladies. Hein, qui viennent, et les insectes et tout ça qui viennent, sitôt qu'il y a trop d'azote, donc il faut faire attention, jamais trop d'azote. Le phosphore, indispensable pour tout ce qui est floraison. Mais tout sert à tout, hein, mais enfin, pour dire le truc principal. La potasse, c'est ce qui donne la résistance aux maladies et le goût, mais le phosphore aussi, le phosphate en partie aussi, hein, s'il n'y a pas assez. On n'est pas encore au bout, hein, on pense qu'on est scientifiquement qu'on est très loin, qu'on connaît tout, et c'est pas vrai. Hein. On ne sait même pas encore toutes les fonctions, je vais dire de l'azote, du phosphore, du potasse. Tous les jours, on découvre que ça sert à ça, que s'il n'y a pas ça en même temps que ça va. Ouais. Jusqu'à maintenant, on s'est contenté, je veux dire, c'est une scientifique assez pauvre, hein, en disant on va mettre ça, et puis ça va pousser comme ça, et la vie du sol, même des engrais, ça n'a pas été très loin, hein. Vraiment, on pense qu'on a été, c'est pas vrai, parce qu'il n'y avait pas intérêt. C'est tout simplement ça, il n'y avait pas intérêt. C'était les firmes pharmaceutiques, herbicides et donc, je vais dire au niveau scientifique, nos grandes universités ont délaissé complètement ça, hein, la vie du sol, la vie des insectes, la vie des bazars. Il y a des ingénieurs agronomes qui sont à 25 ans qui ne savent pas planter une salade et qui n'ont jamais vu une grenouille de leur vie. Bon, enfin, c'est pour dire, c'est un peu caricatural, mais ça existe. Hein, donc, il y a quelque chose de tout à fait aberrant. Si on leur a appris la gestion, l'argent, hein, combien d'engrais il fallait mettre et combien d'herbicides il fallait mettre pour ça, ou tel produit pour contient telle bête, et tout. Et ça, ils sont forts. Mais le reste a été complètement délaissé, complètement. Et maintenant, ça revient. Il était temps, hein, mais donc il y a une faille, là, on a été... voilà. Et c'est pas fini, parce que maintenant, il y a un nouveau joujou des scientifiques. Hein, il y a eu les hybrides, maintenant c'est les OGM, hein, qui peuvent de nouveau jouer et avoir des subsides des grandes firmes
de semences. Et Ouais. tout, hein. Voilà. Donc il y a tout plein d'affaires. Donc engrais organique. Donc, et puis engrais poudre d'os, 5 azote, phosphore. Donc voilà. Donc celui qui n'a pas, il doit se faire aider. Alors, pour donner une idée, c'est 5 à 10 kilos par 100 mètres carrés par an. S'il n'y avait rien d'autre. 5 à 10 kilos je dis pour engraisser. Pas pour engraisser. Pour en fertile. Pour Fertiliser. donner à manger aux plantes qui en mettent dedans. Donc, selon ce qu'on a, et selon la méthode qu'on fait, si on a beaucoup de végétation, moi j'en ai plus besoin, au contraire, parce que ça produit plus de fertilité que ce que j'ai besoin. Mais les autres, chacun doit calculer en fonction de ce qu'il y a. S'il n'y a pas beaucoup de fumier, s'il n'y a pas beaucoup de ça, s'il manque de ça. Donc, en fonction de ça, ça peut être, je sais pas, 2-3 kilos par an, par 100 mètres carrés, qui suffit et tout. Mais c'est pas être à la place des gens, c'est les gens qui doivent dire c'est ça. Puis à un moment donné, il n'y a plus besoin. Mais on le voit, hein. Vous voyez à la couleur un beau vert, les plantes doivent avoir un beau vert, si c'est vert. Hein. Si c'est une plante qui doit être rouge, il ne faut pas attendre que c'est vert. Hein, parce que maintenant, il y a des légumes de toutes les couleurs. Hein. Mais je veux dire, on le voit, si on observe un petit peu, un bon jardinier, il voit bien une plante qui pousse bien, qui est luxuriante, et une plante qui traîne. Hein. Alors, il y a aussi, on n'est pas obligé de passer non plus par des engrais comme ça. Hein. C'est assez facile. Hein. Ça dépend aussi quand on a beaucoup de temps, pas beaucoup de temps. Chacun doit adapter, il n'y a rien qui est mauvais. On peut faire les purins végétaux. Par faire des plantes engrais. La plante engrais, par excellence, c'est la consoude. Il n'y a aucun engrais au monde, je veux dire artificiel, de synthèse, engrais de synthèse, qui vaut ce que contient la grande consoude de Russie. Il faut aller voir les feuilles, donc c'est un signe aussi que la terre... Il faut aller voir la taille de mes consoudes, donc la grande consoude de Russie. Il y a des feuilles cette année, c'est extraordinaire. Donc c'est... Il y a eu de l'eau, hein. Ah, il y a eu de l'eau, mais enfin, ça veut dire que ça pousse, c'est une couleur formidable. Donc on voit, donc il y a moyen. Donc, grande consoude. Ortie, l'ortie, qui est un légume formidable. On redécouvre de plus en plus ces principes de l'ortie, ce qu'il y a dedans, c'est un légume formidable, à utiliser comme épinard, ou bien dans la soupe. Ça fait des soupes douces, délicieuses, donc c'est mettre des gants. Hein. Parce que pour les cueillir, ou alors... Celui qui a de l'rhumatisme, de l'arthrisme, pas de gants. Hein. Non, sûrement pas. Un courage, un petit peu d'entraînement mental, là, il dit, pour y aller en disant « Oh, ça pique pas, hein, c'est une ortie tout à fait inoffensive. » C'est psychique. C'est après que ça pique. Tu sens plus le rhumatisme, Voilà. tu Ah sens... non, ça dort pendant une journée. Hein. Mais c'est très bon, hein, c'est oui. vrai pour la circulation du sang, on disait avant. Mais non, mais ça agit pour arthrite, rhumatisme, donc il faut y aller. Mais quelquefois, on ne sait pas y aller. Parce que moi, j'y vais comme ça, toujours à main nue, j'ai horreur des gants. Mais il y a des moments de l'année, c'est impossible. Hein. Mais, quand elle est tous toutes. Même comme des gants. Et pendant 24 heures, tu ne sais même plus dormir. Toi, donc il y a des moments, c'est plus. Eh Mais ben, voilà. il paraît donc, que mettre du jus d'oseille sur ça, que ça... Ah oui, du plantain. Ah oui, mais là, moi, j'avais vu Feuilles du de jus plantain et tout, d'oseille. ouais. L'oseille écrasée Ouais, sur mais ça. si on cherche à être piqué, il ne faut pas mettre du plantain et tout ça. Donc, mais c'est pour dire l'ortie, donc plante formidable, pour les purins, je parle ici. Donc, consoude, ça c'est formidable. Puis c'est l'ortie, et puis la prêle, pour toutes les maladies à champignons. Mais la prêle est plus difficile à trouver. Parce qu'une fois que le jardin devient très vivant, la prêle elle disparaît. Comme le chien d'eau, comme des tas de... Ils disparaissent. C'est pour ça que dans tous les jardins bio, assez grands, hein. Pas quand on a un petit jardin, il ne faut pas faire attention à ça, mais à partir du moment où c'est assez grand, il faut laisser des coins sauvages, ne pas enrichir du tout. Avec rien, comme ça, on a des chances de voir encore pousser là. Par exemple, un des bons légumes du Moyen-Âge, c'est le chardon béni. Comment on appelle ça? Chardon-Marie. Chardon-Marie, voilà. Il y a le chardon béni, mais il y a le chardon-marie, qui est une plante magnifique et qui est très très bonne. Donc ça pousse, c'est une feuille avec des couleurs vertes, crème, tout, vraiment une plante décorative. Avec tout des grandes feuilles avec toutes des épines. Avec toutes des épines. C'était une des plantes des potagers au Moyen-Âge, et c'est très bon, il faut redécouvrir. Alors ce qu'on fait, c'est, on tire les feuilles et on découpe au ciseau les aiguilles, les pics, et alors c'est très bon, quoi. Meilleur que l'épinard et tout. Et donc, mais tous ces plantes-là, prêle, chardon, et encore deux autres, ne poussent que dans des terres, j'ai dit, de pauvres, hein, au milieu. Hein. Une fois que la terre devient trop riche, ça ne sait plus pousser. Le chiendon aussi, hein, était très bon à manger. Hein. Pendant la guerre, on a été contents de faire de farine. C'est là qu'on a redécouvert beaucoup de principes.
les racines de chiendon, là, contiennent de féculents, c'est extraordinaire. Et tout ça, beaucoup, très riche, hein, mais disparaît après. Comment on appelle ça? Indigestion. Indigestion. Donc il y a des plantes qui meurent comme ça, qui poussent et qui meurent. Ils sont tellement gloutons, ils bouffent, et ils meurent par indigestion. C'est le cas du chiendon. Quand vous avez une tête pauvre, le chiendon, vous tirez dessus, vous ne savez pas l'avoir. Attention aux frites, hein. Hein? et quand une terre devient riche, après vous tirez dessus, et toute la racine vient avec. La plante n'est plus... Mais après, elle disparaît même. Donc, J'ai lu aussi que la capucine, celui qui était envahi de prêle, qui devait mettre de la capucine, il paraît qu'il n'y a plus rien qui va pousser. La prêle, elle va... Ah ouais. Donc voilà. Donc le purin végétal, donc vous avez un endroit, mais il faut beaucoup. Je veux dire, un minimum, c'est 200 litres. Un grand tonneau, 200 litres, pour ne pas avoir d'ennui. Hein. Croyez pas tous les livres qui... Mais c'est vrai. Il y a des livres qui donnent le purin d'ortie, il y a des livres complets là-dessus. Et décoction, on fait tout, pour chaque. Hein, c'est des purins d'ortie pour ça, pour ça. Mais c'est tellement compliqué, je veux dire. Ça donne tellement de boulot qu'il n'y a personne qui le fait. Donc je ne vais pas dire que ce n'est pas efficace, mais alors l'efficacité diminue parce que il n'y a personne qui le fait. Donc ça ne sert à rien. Vous avez une bonne recette, mais c'est trop compliqué, vous ne le faites pas. Donc il vaut mieux des choses plus simples, mais qui sont faciles. Purin d'ortie, le plus simple, c'est une mare quelque part, ou un trou d'eau, un demi-mètre cube, ou un tonneau si vous n'avez pas rempli d'eau. Et puis l'ortie, consulte, tout ça, et même les autres affaires. Hein. Les autres plantes de tout, vous mettez tout dedans, chaque fois. Et puis alors quand c'est tout frais, ça sert de repoussoir. Pour éloigner les grandes eaux, comme ça sert de repoussoir. Après, ça devient un engrais. Hein, la consoute, tout ça. Donc, les orties, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est du tout. Vous avez un engrais formidable, un engrais liquide, là, formidable. Donc, à prendre pour aller arroser les plantes qui traînent, qui ne vont pas bien. Moi, j'utilise maintenant pour le jardin. Là, c'est plus nécessaire, parce que sinon, c'est pas... ça va être trop. Je vais plus savoir... les carottes, j'ai déjà des misères de les rentrer, hein. La porte n'est pas assez large. Hein. Et je dois acheter une grande scie circulaire pour les couper en rondelles. Ça pose des problèmes, hein, donc on va arrêter ça. Mais alors, j'utilise encore l'eau du purin végétal là, pour tous mes plantes d'intérieur. Et comme je sème beaucoup en pot, en bac à l'intérieur, j'utilise l'eau du purin végétal où je mets en permanence ces trucs. Donc ça peut qu'aider, quoi. Hein. Je vois que j'ai des très bons résultats, donc je mets cette eau-là. Voilà, donc j'ai pas de maladie au départ. Et on peut tout mélanger. On peut tout mélanger dans le même tonneau. Pardon? On peut tout mélanger dans le même tonneau. Tout mélanger dans le même tonneau, ou dans le même truc, oui, et puis plante l'eau. Donc il n'y a pas de danger, il ne faut pas diluer, il ne faut pas faire ça, c'est toujours... Voilà, sinon, quand vous faites une décoction ou un bazar, c'est toujours au moins vous avez 1 litre de jus d'ortie, par exemple, il faut mettre minimum avec 10 litres d'eau. Mais là, vous avez un grand tonneau, vous mettez dedans, il y a toujours beaucoup plus d'eau, et donc il n'y a pas de problème. Là. Il ne faut pas calculer pour rien. Vous prenez l'eau, là, vous allez... Alors, si vous voulez aussi, par exemple, un bon moyen aussi, si vous n'avez pas d'ortie, si vous n'avez pas des tas de plantes, par exemple. La pariétaire aussi. Les gens ne connaissent pas, c'est un très bon légume de la famille proche de l'ortie. Mais avec aussi une production phénoménale. Il y a un peu tout partout dans le jardin. Une fois que vous en avez, ça sème partout. Donc c'est aussi bon légume à manger. Et là, ça ne pique pas du tout. C'est très doux, tout ça. Alors, pourquoi je disais ouais. Donc si vous n'avez pas une chose, par exemple la pariétaire ou l'ortie ou des autres plantes, vous attendez, vous avez une petite plante ou quelque chose, vous attendez que ça graine. Et vous le mettez dans le tonneau, purin végétal, que ça graine. Et puis alors après, vous le prenez avec un jardin, et quand vous allez arroser dans votre jardin, vous faites avec ça, et puis vous allez... Parce qu'il y a des régions, ils n'ont pas d'ortie, ils n'ont pas ci, donc il leur faut des mauvaises herbes, des mauvaises herbes là, quoi. Donc ça peut servir d'un côté ou l'autre. Parce qu'il faut... Ça fait rien après. Les gens se trouvent toujours, souvent débordés qui disent par les mauvaises herbes. Mais c'est psychologique, il y a plus qu'autre chose. Hein. Vous êtes envahi par les mauvaises herbes. Mais ça veut dire quoi? Vous allez avec un petit outil, hein, vous faites combien par jour? Avec une petite cerclette. C'est plusieurs centaines de mètres carrés. Hein. Plusieurs centaines de mètres carrés sur un jour que vous désherbez, que vous travaillez. Donc, c'est dans la tête que ça fait que vous êtes débordé quand ça pousse. Sinon, c'est rien et c'est un bienfait. Donc, il faut complètement retourner. Les gens disent, sitôt qu'ils voient une mauvaise herbe pousser, c'est une catastrophe, c'est un bazar. Alors que c'est un bienfait. Ça, c'est l'engrais, il faut laisser pousser, ou bien c'est un légume, c'est un condiment, et c'est un bienfait. Et avec un outil,
c'est facile, vous pensez. Ici, sur une journée, j'ai presque fait le tour du jardin. Avec chaque coin entre deux. Après, plus, parce qu'après, je ne sais plus aller. Après, il faut un petit hélicoptère pour aller chercher les légumes. Ma femme, ça fait des années qu'elle demande ça, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter un petit hélicoptère pour aller Un drone. Drone, Ah ouais. drone automatique. Ouais. Ah ben, j'ai vu il n'y a pas longtemps à la télé maintenant. Ça, c'est l'avenir de l'agriculture. J'ai vu ça en France. Et ils l'ont montré aussi la dernière fois en Belgique, là, au Grand Bazar. Ouais, ça va être. Donc, ces gens, tous ces scientifiques qui ont un drone pour aller dans les champs. Ces gens, ils pensent que les paysans et les gens sont devenus tellement cons qu'ils ne savent plus quand ça pousse ou que ça ne pousse pas. Ah non, maintenant, ils doivent envoyer un drone, et le drone, il prend des photos. Alors, ils reçoivent ça sur leur ordinateur, et sur leur ordinateur, ils disent, putain, telle partie du champ, oh, c'est un peu vert pâle, là, il manque le machin. Et là, et donc, mais bon, les paysans sont venus trop cons pour dire, putain, une plante, ça ne pousse pas bien. Enfin, on est parti dans un monde con, quand même. Hein. Ah, vous vous rendez compte de la technique pour enfin, tout ça coûte cher, hein. Et puis les paysans, ça c'est l'avenir de l'agriculture. Des conneries comme ça. Après le tracteur, c'est le drone. Et le tracteur, là, c'était où, là Denis, où ils font les... À la foire. À la fois, à Libramont, là. Ils ont montré un tracteur, il fallait une échelle de pompier pour aller dedans. Hein. Oh, ben écoute, c'est dingue quand même, mais allez. S'il vous plaît, pour nos semis, là, il faut mettre que de l'eau. Non, jamais de semis. Pardon, jamais d'eau. Non. Jamais d'eau, semis. Pour que ça germe. Non, jamais d'eau, jamais rien, jamais. Ah non. Non, jamais, au contraire. C'est ça qui peut contrarier, là, Non, que les graines, ils pourrissent. Madame parle peut-être pas pleine terre. Il faut voir si c'est pleine terre ou si c'est dans des pots. C'est pas la même chose. Ah non, jamais d'eau, jamais. Ni avant, ni après, il n'y a pas Ici, besoin. avec toutes les pluies, bon, les semis sortent pas, enfin, les mais c'est- épinards, la mâche, elles sortent, il n'y a rien qui sort. Ils vont sortir dès qu'il va Très, très pleuvoir. fort, chaque fois qu'il pleut très fort, ça sort pas. Ah ben, il faut attendre. Les graines, s'il n'y a pas assez d'eau, les graines, ils vont Il fait attendre. peut-être trop chaud encore pour Oui, eux. assez, oui. Il fait peut-être encore trop chaud pour les épinards Ouais. qui lèvent. Ah oui, les épinards au-dessus de 20 degrés, j'y aime Moi, pas. ma mâche et tout ça, je n'ai vu de Non. Les fleurs et tout il vient. Ah non, pas d'eau, hein. Ni avant, ni après. Hein. Ah non. En pleine terre. Mélanger avec la terre et attendre. Mais dans les pots, en bac, oui. Il faut mettre de l'eau à l'intérieur. Il faut mettre de l'eau. Ce que tu n'as pas dit, c'est qu'avec tous ces engrais organiques, ça n'agit pas du jour au lendemain. Hein. Donc il faut les mettre bien à l'avance pour qu'ils soient déjà digérés par les champignons, par les bactéries, etc., avant qu'ils savent donner leur effet. Hein. Et pas avant l'hiver. Hein. Les engrais azotés, pas avant l'hiver, parce que tout, il va être dans les nappes phréatiques. Tandis que là, pourtant, c'est les phosphates pas. Les sondes de bois, tout ça, le BF pas. Ça garde, ça reste. Si vous avez de l'humus, si vous avez une terre qui a encore de l'humus, ça veut dire le résidu de la paille de tout du bois qui garde. Alors, pendant l'hiver, je vais vous expliquer le rôle de l'humus qui est absolument important, comment ça fonctionne. Tandis que les purins, ça agit beaucoup plus vite. Ouais, ça, c'est déjà soluble, c'est déjà... Alors, le terreau. Parce que je vois, oui. Quand vous dites 5 à 10 kilos pour 100 mètres carrés, c'est de chaque ou 5 à 10 kilos des deux ensemble? Non, pas de chaque. Ah ouais. Ah ben, dans le commerce et dans les livres, c'est ça qui est trompeur aussi. Parce qu'ils mettent 5 à 10 kilos, de ça, et vous mettez tout ensemble, c'est des masses. Non, c'est l'un ou l'autre, ils disent jamais ça. Donc, vous cumulez, donc ça fait des... En tout, non, pas dépenser 5 à 10 kilos par an, en tout. Alors, le terreau. Alors, le terreau ne sert absolument à rien comme fertilisant. Il n'y a pas de fertilisant, donc il ne faut jamais l'employer. Et même pour la terre non plus, pour faire le muscle, il ne faut pas employer du terreau. Je n'ai pas dit que ça ne sert pas. Le vieux terreau, mais c'est ridicule. Ça ne contient plus d'éléments riches que les bactéries ou les vers de terre peuvent se servir comme nourriture. C'est tout. C'est au bout du processus. Mais c'est un bon support de semis. Pour semer, donc le terreau. Ou alors, donc il y a moyen d'acheter du terreau dans le commerce parce qu'il n'y a plus de mauvaises herbes, il n'y a plus de machin, donc, au départ. Mais on peut aussi faire son terreau soi-même. Quand on a une bonne terre de jardin, la terre de jardin est beaucoup plus riche que n'importe quel terreau qu'on peut vendre dans le commerce et tout ça. Mais alors, ce qu'il faut faire, c'est pour la fonte des semis, parce que quand vous prenez la bonne terre du jardin, il y a tous les bactéries, il y a tous les champignons, il y a tout. S'ils se trouvent dans des mauvaises conditions, je vais dire, ou bien des conditions à l'intérieur, soit des mauvaises, soit des bonnes conditions d'ensoleillement, de richesse, il y a certains champignons qui peuvent se développer beaucoup plus.
Alors pour ça, pour avoir... Donc on peut faire son terreau avec une bonne terre de jardin. La meilleure terre, par exemple, c'est la terre de taupinière. Celui qui peut avoir une taupe. Enfin, c'est l'idéal. Taupe, il fait ses monts. Prenez la terre, ça c'est une terre fine qui a été faite, qui n'a plus de bébêtes dedans, parce que la taupe a bouffé tous les insectes et tout. Donc mettez-la à part, mélangez ça par exemple avec un tiers de tourbe, ou bien un tiers de terreau du commerce, avec la bonne terre de jardin, et vous avez un bon terreau, à condition après de mettre des algues marines. Donc quand vous semez en bac en pot, vous avez fini ça c'est au mois de janvier, au mois de février que j'explique comment il faut semer en bac en pot. Quand vous avez fini, un peu poudré des algues marines pour empêcher les champignons. Et donc ça va. Sinon le terreau, uniquement comme support. Donc moi c'est le seul affaire que j'achète encore à l'intérieur. Un peu d'algues marines pour mes poules, mais je vais expliquer. Et du terreau pour gagner du temps pour mes bacs et pour tout. Je dis c'est un luxe que je me... voilà, le petit luxe que je fais, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de boulot. Mais je réemploie. Donc j'ai des bacs de toutes sortes. Quand je sème de laitue, après quand je repique, il n'y a que 5 cm qui est parti. Donc je rajoute 5 cm de nouveau. Je vais dire ça sert toute l'année. Il n'y a pas... Voilà, c'est pas... Quel est le l'hiver? Ouais. Quel est le meilleur fumier? Le fumier de cheval ou de vache? Ah non, c'est fumier de vache. Le meilleur fumier, c'est fumier de vache. C'est le seul fumier qui contient des hormones de croissance. Donc c'est le meilleur fumier. On dit que c'est un fumier froid, mais ouais, le fumier de vache, c'est un fumier chaud. Il donne tout de suite ses capacités fertilisantes et tout ça, mais il n'y a pas d'hormones de croissance. Et tous les autres, tout, il sait. Là. Je te trompe, de cheval. De cheval, oui, il n'y a pas d'hormones de croissance. Mais tandis que de vache, c'est un fumier froid, il met plus longtemps décomposer, agir, mais en même temps, il y a des hormones de croissance qui favorisent toutes les plantes. Donc, non, c'est fumier de vache. Ouais. À long terme, c'est fumier de vache. Mais on utilise tout ce qu'on peut avoir pour clasher sur lien. Fumier de mouton, c'est un fumier chaud aussi, comme le fumier de vache. Mais tout, hein. Oui. Alors, quand il y a moyen... Pas du beurre aussi. Oui. Quand il y a moyen, ne jamais utiliser... Quand il y a moyen, ne pas utiliser un seul truc. Au plus il y a biodiversité là-dedans, au mieux c'est. S'il y a du BRF, du bois, avec de la pelouse, avec du fumier... Au plus il y a des choses différentes, au mieux que c'est. Hein. Mélanger avec ça c'est l'idéal. C'est le maximum de choses ensemble, tout ça. Et quand c'est trop, je veux dire, par exemple, la pelouse, hein, on vient de machin, ne pas dépasser 2 cm. Parce que sinon, ça plaque, ça empêche ça fait. Tandis qu'1 cm, 2 cm, ça va, ça continue l'aération, ça disparaît. Donc, des choses comme ça. Mais au plus c'est grossier, au plus, on peut mettre des couches importantes. C'est du fumier frais, par exemple. Vous pouvez mettre 20 cm de machin. Du BRF aussi. Du moment que c'est pas trop broyé. Par exemple, de la sciure, pas. Hein, du bois haché, vous mettez des grosses couches. Si vous avez de la sciure, c'est la même chose que la pelouse. Bon pour les... Pas mettre plus que 1 ou 2 cm, sinon ça plaque et ça empêche l'eau, et ça ne fait pas des bons. Donc chaque chose. Mais il faut mettre le maximum en biodiversité. Donc le terreau, n'achetez que ce qu'il faut. Donc, n'enrichissez pas la terre, et ça ne rend pas la terre plus légère ou tout ça. Hein. La seule chose qui rend la terre légère, qu'on ne doit plus, je vais dire, bêcher, labourer, qu'on ne doit plus, c'est les matières organiques qu'on met sur la terre. Et donc c'est l'habit du sol. Au plus ça va augmenter, au plus vous avez un sol comme le sol de la forêt. Hein. Ça va rester souple, léger. Quand il pleut, des orages, 5 minutes après, on ne voit déjà plus rien, c'est fini. C'est descendu, mais je veux dire descendu, mais pas parti. Retenu par l'humus dans le sol, hein, retenu par l'eau, retenu. Et donc, vous avez toujours un sol humide, mais un sol humide sur lequel vous pouvez aller travailler tout le temps. Donc, c'est important. Donc, c'est ça qu'il faut chercher. Parce que, mécaniquement, hein, on ne pense pas encore souvent bio, hein, on pense mécanique. Au plus c'est remué, une terre lourde, ben, je vais travailler, je vais bêcher, je vais la rendre... Ouais. Et la première averse, boum, c'est encore pire. Hein. Surtout dans les terres argileuses. Hein. Les terres argileuses, c'est des strates, c'est des machins... au plus, aussitôt qu'on travaille, à peine travailler, elle est formidable. Mais à la première pluie, bouf, elle redevient compacte. Hein. Et au plus on la travaille, au plus elle devient dure. C'est avec ça qu'on fait les poules, les trucs. Plus, donc il ne faut pas, au moins on la touche au mieux que c'est, mais on n'y croit pas. Hein. C'est ça, on a de misère de croire ça. Hein, on pense toujours qu'on a les gens, c'est pas vrai. Il y a que la vie et tout. Et ceux qui commencent ça, et qui prennent une perte d'années de patience, après c'est formidable. Hein. Ils voient bien que il y a plus à bêcher, bien, la terre reste souple et bien. Hein. Voilà, terreau,
Alors, tourbe, ça c'est encore pire. Là, terreau, il y a encore un tout petit peu. C'est la fin de la fertilité, mais encore un petit peu de fertilité. Mais tourbe, là, rien. Mais, pour enseigner quelque chose, par exemple, si vous avez des difficultés avec un terreau que vous faites vous-même, vous mettez un tiers de tourbe, là, vous n'avez pas de maladie à champignons. Ça rend le sol un peu acide, ça rend que les maladies ne vont pas se développer, les infections vont pas se développer. C'est aussi, quand vous faites des chicons, par exemple, vous faites des chicons, vous mettez des chicons même dans la tour pure, comme ça, en bac, en seau, vous n'aurez pas de mouchette, vous n'aurez pas de pourriture, vous n'aurez rien, la tour, elle va... Hein, voilà. Pour certains usages bien particuliers. Mais pour enrichir la terre ou pour alléger la terre, rien du tout. Hein. On nous en fait croire des trucs comme ça. Rien, ça fait rien du tout. Hein. Rien. Donc ça, c'est vraiment jeter votre argent. Pour quelques trucs comme ça. Ou aussi la tourbe peut aussi servir si vous avez des voisins un peu raides. Tout ça, vous avez des voisins un peu raides. Et vous mettez votre compost ou bien votre fumier, machin, et les gens à côté, ou bien le fumier, c'est sale, c'est dégueulasse. Des matelas, par exemple, quand on recycle les matelas de laine, ou bien tout ça, un peu de tourbe, vous jetez un peu de tourbe dessus, ça cache et les odeurs aussi. On ne voit pas, ça vient tout de suite plus beau, quelques trucs de tourbe. Pour les odeurs, alors, c'est les algues marines. On arrive la tourbe, j'ai tout dit. Oui, mais moi je dirais pour les chicons, avec du simple terreau, ça va très bien. Aussi, Et c'est un matériel qui... Mais ça ne revient pas moins cher avec la tourbe. Oui, mais la tourbe, c'est quand même quelque chose qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas utiliser à tort et à travers. C'est vrai. Ah oui. Ben, Parce que les tourbières, ils disparaissaient. Il y a une exploitation trop... et donc les tourbières disparaissaient. Le terreau se fait à fur et à mesure. Mais le terreau, pas. On le recrée à fur et à mesure. Tandis que la tourbe, il faut des milliers d'années pour... Et on démolit les tourbières. Certains pays ont démoli complètement des tourbières naturelles. Donc c'est là que ça retient l'eau. Ça fait des catastrophes écologiques et tout. Maintenant, il y a des... Enfin, plus de pays, mais ça fait rien. Il faut faire attention. Bon, il faut pas trop... Alors, ça a été la même chose pour les algues marines. On les pêchait avant, il n'y a pas encore pas longtemps, dans les glénans, dans la Bretagne, avec des filets. Ouais. Mais maintenant, on ne peut plus parce qu'ils disparaissaient aussi, on a abusé, ça a été trop loin. Alors maintenant, les algues marines, ça vient des pays du Nord, là où il y a eu il y a plusieurs centaines de millions d'années, où il y a eu la mer en haut, ça fait des montagnes complètes. Et c'est la même composition que les algues marines qu'on pêche vivant, mais c'est plus vivant. Donc, et c'est un bienfait, c'est les algues marines qu'on a maintenant. Donc il y a aussi des controverses et des disputes en disant qu'avant c'était mieux parce que c'était vivant. C'est possible, mais la composition, on veut dire chimique, est la même. Mais ça peut, bon. En tout cas, ça donne de bons résultats. Alors, fossilisé. Pour les odeurs... Pardon? Pour les odeurs, ça c'est idéal. J'ai dit tantôt les odeurs, dans le poulailler, dans le jardin, dans le machin, si vous jetez des choses qui sentent mauvais, un peu d'algues marines, c'est tout de suite. Purin végétal, la même chose. Hein. Donc un purin végétal, vous mettez des outils, des trucs, ça se peut qu'à moi, du sureau. J'ai oublié le sureau, parce que le sureau aussi, c'est un bon... ou des autres choses. Mais il y a des choses que quand on met dedans, comme le sureau, ça sent fort. Hein. Il y en a qui disent que ça sent mauvais, que ça dépend des habitudes culturelles. Hein. Moi, ce qui me donne le plus d'appétit, c'est le fumier. Moi, enfant de guerre, et ma femme, c'est la même chose. Donc on est enfant de guerre, hein, 3 ans à la guerre, ma femme avait 6 ans. Ah ben, alors pourquoi? Sitôt qu'on sent l'odeur du fumier, ça ouvre l'appétit. Parce que les enfants, on allait dans les fermes, hein, chercher une tartine, hein, on avait une tartine beurrée, et dans toutes les fermes avant, il y avait, au milieu de la ferme, il y avait un bon fumier. Donc l'odeur fumier, ça veut dire qu'on va bouffer. Ah ouais, là, ça, c'est comme ça, c'est dingue. Hein, donc c'est pour ça que ça peut être bon ou mauvais, hein, ça veut rien dire. Hein, c'est tout à fait culturel. Donc les odeurs, ça sent, ça s'en parle, mais ça dépend comment on le voit. Hein, mais c'est vrai, donc, surtout pour les voisins, il faut se rendre un petit peu d'algues marines, c'est fini. Alors, les algues marines, j'ai dit, ça contient les oligo-éléments. Donc, au départ, je pense que c'est quasi indispensable pour tout jardin biologique qui veut après de mettre tout ça, parce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de carence en oligo-éléments. Mais c'est aussi de l'ordre de 5 à 10 kilos, donc ça c'est en plus des engrais, hein, 5 à 10 kilos par 100 mètres carrés par an. Si possible, en poudrage sur les plantes. C'est ça le plus efficace. Donc c'est pas le mettre sur la terre, parce que ça fait monter le pH. Le pH, c'est l'acidité, l'alcalinité dans un terrain, c'est 7, le neutre. Et un bon terrain bio, pour avoir tout, savoir cultiver tous les légumes et tous les plantes, plus ou moins, parce qu'ils ont tous leurs exigences, dans pH,
c'est entre 6 et 7. L'idéal, c'est entre 6,5 et 7. Légèrement acide. Mais il ne faut pas mettre sur la terre directement. Parce que ça pourrait aussi le faire remonter. Il faut mettre en poudrage sur les plantes. Parce qu'alors, en même temps, on donne à manger aux plantes directement. Parce qu'on sait maintenant que les plantes, les légumes, peuvent absorber, pas seulement par leurs racines, mais par leur feuillage, ils peuvent absorber de la nourriture. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on sait ça. Alors on croyait qu'avant que c'était uniquement par les racines. Maintenant on sait qu'on s'est réduit à l'état de farine, de poudre. Donc poudrer légèrement. Donc en même temps on nourrit les plantes, on lutte contre les pucerons ou les chenilles. Parce que quand on poudre légèrement, les pucerons, les chenilles vont dessécher, c'est fini. Et puis le reste, ou bien les feuilles après, vont tomber sur le sol et ça fait remonter tout doucement. Tout doucement. En permaculture, c'est toujours tout doucement. Tout doucement. Sinon ça crée des blocages. Il peut y avoir un manque de fer, trop de fer, un manque trop de chaud, machin. Mais si vous mettez le contraire pour corriger, c'est toujours tout doucement. Parce que sinon, vous faites des blocages d'une chose. Si vous avez trop de chaud, vous bloquez le fer. Et donc tout. On est au début de comprendre aussi tous ces systèmes. Mais on s'aperçoit, donc il faut toujours y aller progressivement. Donc ça va loin, des algues marines. Alors, donc c'est très utile pour tout. Pour les arbres, par exemple les tomates. Alors que les tomates, les pommes de terre, les fraisiers, aiment bien de pousser dans une terre acide, c'est-à-dire les racines dans une terre acide pour mieux se nourrir. Les feuilles, au contraire, elles aiment très bien d'avoir un peu de chaud et un peu de magnésium. Donc, poudrer sur les fraises, sur les tomates, les machins, ça peut les aider de façon considérable, même à lutter contre la maladie, et surtout pour le goût des fruits, le goût des fraises, le goût des... Donc, il y a des choses contradictoires. Donc, il y a des plantes comme les solanum, aiment bien les racines, terre humide, et dessus, un peu de calcaire. Les choux, ça, c'est contraire. Pour avoir des beaux choux, il est absolument indispensable d'avoir de la chaux. On ne sait pas avoir des beaux choux s'il n'y a pas une calcaire. Mais on n'a pas intérêt à avoir une terre au-dessus de 7. On a intérêt à avoir une terre toujours acide ou légèrement acide, pour tous les plantes. Alors, comment on fait? On peut cultiver quand même toute la famille des choux. Ça veut dire les choux, les radis, les navets, toutes ces familles-là. C'est pas bien poussé et malade s'il n'y a pas les choux. Et surtout, il y a l'altise, la puce de terre. Vous savez, dans tout plein de trous, là, les feuilles tout plein de trous. Ah ben là, toute la durée de la culture, vous avez ça, poudrez légèrement, tous les mois, tous les 2 mois, et vous aurez, malgré que, par exemple, vous aurez la terre acide, tout ça, vous allez avoir des beaux choux. Donc, les algues marines sont utilisées pour ça. Donc, pour le jardin, je trouve ça formidable. Mais aussi que si vous avez des animaux, des poules, des canards, des lapins, si vous avez des poules, mettez un grand bac avec des algues marines, des poules, des pigeons. Les poules, ils vont aller dedans et ils ne vont jamais plus avoir de puces. Vous n'aurez jamais plus de puces dans les poulaillers, ni rien. Ils vont aller, ils vont sauter, ils vont tuer tous leurs puces, tout le truc. J'ai découvert ça il y a, je ne sais plus combien de temps, 25 ans, les pigeons aussi. Et quand ils ont une blessure, surtout au moment de la mue, donc ils perdent leur plume, ils seront plumés, et souvent ils ont du son et tout. Et les plus faibles, ils se font tuer par les autres poules. C'est quelque chose de blessures. Tandis que quand il y a un bac avec des algues marines remplis, ils vont dedans et ils soignent leurs blessures. Tout. Donc ils font. Donc les algues marines, absolument indispensables. Mais aussi indispensables pour la santé humaine. Les gens qui ont des os fragiles et tout, de dégasification, doivent utiliser des algues marines. Et les 25 kilos à 8 €, c'est la même chose qu'à 8 € 1 kilo dans les pharmacies ou dans les magasins. C'est exactement le même produit. C'est ce truc, Donc vous pouvez très bien poudrer si vous avez un peu dans la soupe, un peu dans les laitues. Ce n'est pas désagréable même. Mais si vous mettez sur les légumes, je veux dire, ordinairement sur le jardin, il n'y a pas de problème pour les manger. Après, au contraire, c'est bon pour la santé. Donc il y a des voilà, pas bon. On peut mettre, je mets aussi dans un bac comme ça, mais je mets aussi dans l'eau. Il y a 2 choses pour l'eau, pour les animaux, pour pas. Parce que dans les grands, maintenant je pense que c'est interdit, mais on continue de le faire dans les grands élevages, ils mettaient les antibiotiques dans l'eau. Oui. Ça c'était quand même très grave. C'est pas interdit parce qu'ils viennent de montrer une émission que les poulets à manger, en chair, donc les bas de gamme, au prix bas, il y en a beaucoup qui ont la moitié de leur temps de vivant des antibiotiques. Et certains toute leur vie. Moi je crois que c'était interdit. Donc on est immunisé. Avec contrôle vétérinaire et tout, donc avec autorisation. Et après quand on est malade, qu'on a besoin des antibiotiques, ça ne réagit pas parce qu'on est immunisé. On est déjà immunisé, Donc ça c'est... donc il
Il y a deux moyens alors, quand on a des animaux, enfin, ouais, des animaux, n'importe lesquels. C'est le vinaigre et les algues marines, donc dans l'eau de boisson. Le vinaigre est très utile, hein, dans l'eau, et moi je mets les deux. Mais j'achète pas du vinaigre spécial pour ça. Quand on mange des olives, des cornichons, il y a pas mal de choses hein, avec du vinaigre. Hein. Et donc quand on a fini le bocal, il reste toujours, et c'est ça que je mets, ce vinaigre-là, dans l'eau des poules. Donc là, ouais, c'est un bon moyen de recycler ce genre de vinaigre-là. Hein. Oh, ouais. Je ne vais pas commencer à acheter du vinaigre de cidre pour l'avoir. Le vinaigre bio. Comment utiliser les algues marines pour les lapins? Oui, sur le... Dans l'eau? Leur pelage. Non, un peu dans l'eau, mais sur le... Quand j'ai nettoyé mes cages, Ouais. je jette comme ça des algues marines et je mets la paille La au-dessus. paille, bien sûr, la paille. Et Ah, ça ouais. sert à quoi pour les lapins? Ben ça rend Ça sain sainit. pour l'odeur, et puis il n'y a plus de Et maladies. ça sent plus. Ouais. Ben, ça sent moins. Et ça empêche beaucoup de bactéries et de trucs de dégénérer. Hein, ouais. Et les lapins, c'est fragile, hein, il faut faire très attention, c'est vite malade. Longtemps, on mettait la chaud. Oui. Mais c'est mieux les algues marines. Ah ouais, les algues marines, c'est doux. plus c'est riche tout. en Et les tout lapins ça. peuvent manger, peuvent lécher, et dans le rôle de boisson et tout. Ah ouais, ça, c'est pas fait de tort. Hein. Alors, voilà. Pour les chiens et les chats, pour les puces, c'est bien aussi. Ah, pour les chats. Les chats Ouais. et les chiens pour les puces. J'ai l'impression avec beaucoup d'algues, c'est pas le même effet que les frictionner. algues. Ah ouais. Ouais, mais c'est des algues ou bien c'est des lentilles d'eau? C'est des filaments, des algues. Ah ouais. Alors, il y a Les vertes. Vertes ou les marron. lentilles d'eau, là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Là. Ouais, des lentilles d'eau. Ouais, les lentilles d'eau. Alors, L'antidote. les lentilles d'eau, nourriture formidable pour les humains et pour les animaux. Pour les humains, en Asie, on fait, dans tous les lacs, il y en a, on cultive esprit des lentilles d'eau. Parce que ça pousse à une vitesse formidable, ça fait, et c'est d'une richesse magnifique. Donc, ce qui pousse, ça, ce tapis qui empêche et donc, si c'est bon pour les humains, raison de plus pour les animaux, donc pas jeter. C'est aussi un bon engrais, et tout ça. Les algues, c'est autre chose. Mais ça, c'est pas être mauvais. Mais pour l'alimentation humaine, ça je ne suis pas sûr. Hein, les algues d'eau douce, sûrement, mais je ne suis pas assez calé pour ça. Il faut Ça s'enseigner. dépend le degré de pollution de l'étang aussi. Hein. Ça, je ne suis pas sûr. Hein, ouais. Il y en a qui peuvent pousser parce qu'il y a excès de phosphate ou de... Ça, je ne sais pas. Ça, il faudrait demander à quelqu'un ou lire. Ouais, Moi, je le jette entre mes légumes. ouais. Comme engrais, là, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais, c'est ça. Mais le reste, après, ça, je ne sais pas. C'est ça, je te voulais demander si c'était bon pour bouffer. Non, Mais- pas pour manger. Ah non, ah ben... Moi, ma première, c'est toujours pour bouffer. Hein. Après, on voit. Hein. Après, on voit. Dans la vie, il y a deux choses importantes. Ceux qui en mangent et ceux qui n'en peuvent pas manger. Après... Ouais, ça découle. Oh là là, ça va. Est-ce qu'il y a... Ouais, encore 2 minutes là-dessus, après, je vais essayer de dire quelques affaires sur les fruitiers. Mais là-dessus, pour que les gens comprennent bien. Hein. Voilà. Parce qu'après, il va être trop tard. Ah non, on a encore jusqu'au... Le dimanche 12 octobre, hein, pour entrer les feuilles de... Voilà. Donc, Télo, tout, algues marines. Absolument venir à la date. Hein, parce que... Alors, s'il y a des questions encore, non? Pendant l'hiver, après, on va étudier ça plus en profondeur, je veux dire. Hein, comment que les plantes se nourrissent, et la fertilité, tout ça, et voilà. Mais on a le temps maintenant de... Commande, après c'est trop tard. Mais surtout, même si vous n'avez pas... Je pense que les algues marines, absolument, quasi indispensables. C'est encore la seule chose que moi... Ah ouais, non, le terreau, c'est vrai, je prends du terreau. Et ne vous faites pas avoir en achetant du terreau à 15-20 euros. Ah ouais. Parce qu'ils ont mis par sac peut-être 10 grammes ou 20 grammes d'engrais en plus. Hein, et ils demandent 15 euros en plus. Et surtout que pour faire les semis, il n'y a pas besoin. Hein. C'est le terreau le plus simple, le plus ordinaire. Même pour le reste, il n'y a pas besoin. Ouais, mélanger du compost ou de la terre du jardin, ça sera aussi riche que ce qu'ils ont là. Ça, il n'y a pas besoin. Alors, le voile de jardin hivernage, ça peut être utile. Ouais, je vois maintenant, je n'ai pas parlé, ça peut prolonger le jardin, quelquefois tout l'hiver, quelquefois 1 mois, 2 mois de plus. Par exemple, maintenant, il fait bon, puis il commence les petites gelées, dans 1 mois, 2 mois, on ne sait pas, vous avez des laitues, des chicorées, vous avez tout le jardin rempli, encore tout plein d'affaires. Il suffit quelquefois d'un voile de faussage,
juste déposer dessus, sans rien, pour en avoir quasiment peut-être tout l'hiver, comme l'hiver passé, prendre de forçage sur les légumes, des laitues, ou des chicorées, ou des, enfin tout l'hiver, hein, il n'y a pas gelé assez, mais même pour prolonger ne fût-ce qu'un mois ou 2 mois, hein, ou bien pour mettre tôt au printemps, pour avoir, ça peut servir beaucoup. Nous, je trouve qu'on a trouvé un système formidable, c'est les grillages. Là. Vous avez vu, on a acheté des grillages, un gros rouleau, et on a coupé à Albec aussi, vous allez voir, tout plein. Donc, il n'y a pas besoin d'armature, ça tient tout seul, donc, et ça prend un peu la forme qu'on veut. Hein, donc, une espèce de... Là. On met sur les fraises, sur les choux, toute l'année, ça voyage là, au moment des fraises, parce que sinon, ils viennent bouffer, donc on met là-dessus pour protéger les fraises, puis on met sur les choux, quand les pigeons, ils viennent, donc ça voyage tout le jardin, c'est utile. Mais aussi utile à l'automne. Donc, on met ces grillages dessus, quand il va commencer à faire froid, les laitues, les chicorées, enfin tous les autres légumes, et on met un plastique dessus, ou un voile de forçage, sur le tunnel, comme ça. Voilà, et donc ça prolonge beaucoup les légumes frais. Hein. Je vais dire, c'est une opération très intéressante pour prolonger les légumes. Mais quand on veut aller chercher une laitue, il faut ramper en dessous du tunnel. Ah non, c'est des petits tunnels. Alors, vous tirez, non, c'est comme les grillages. Vous n'avez pas vu les grillages dans le jardin, là? Oui, c'est des grillages. Hein. Des morceaux des tronçons ils font 60 cm, et on fait des tronçons comme on veut. Hein. De 2 mètres, nous, ici, c'est des 1,50 m. Ouais. Avec une lampe frontale. Hein. J'ai fait par... Ou une canne à pêche, comme tu par veux. morceau d'1,50 m. Et donc, vous pliez comme vous voulez. Hein. Vous faites la largeur que vous voulez, pliez comme vous voulez aussi. Ouais. Et Gilbert, en parlant de fraisier, quand est-ce qu'on doit couper les feuilles Il est trop tard. Ah, il est trop tard. Couper les feuilles, c'est juste après la récolte. Ah oui, juste après la récolte. Quand il n'y a plus de fraises, passez la tondeuse au-dessus, vous coupez tous les feuilles, et alors il n'y a pas la décadence, il n'y a pas le... Comment on appelle ça Dégénérescence, voilà. Il n'y a pas de dégénérescence, et il vient des nouvelles feuilles et tout, et donc voilà. Mais ça ne t'empêche pas de couper les plus grandes feuilles déjà à moitié en train de jaunir et laisser le cœur. Et là, c'est manuel. Alors, mais c'est maintenant, c'est urgent, là. C'est le meilleur moment, c'est maintenant, pour reproduire, hein, pour mettre une nouvelle plantation de fraisiers. Hein. Donc si vous avez des fraisiers avec les jeunes, les coulants, c'est maintenant qu'il faut les mettre le plus vite possible. Ah ouais. Pas dépasser le mois de septembre, hein, pour qu'ils soient bien implantés et pour avoir une très belle récolte au printemps prochain. Sinon, au plus tard vous attendez, au plus la récolte l'année prochaine diminue. Donc c'est maintenant, le bon moment, c'est maintenant. Hein, pour voilà. Vous parlez de quoi là? De replanter des choux? Ouais. On peut prendre des planches. Les bébés fraisiers, hein. Donc les goulbons, ouais. Ça a coulu, puis ça fait des plantes, là, ouais. Donc couper et mettre une nouvelle ensemble. Hein, ouais. Et en même temps, empêcher les fraisiers de devenir trop larges. Hein. Hein, parce qu'après, il n'y a plus assez d'air, plus assez de lumière, et les fraises ne sont plus aussi belles. Hein. Donc, avec ici, il faisait bien 1 mètre de large, avec tout. Donc il faut... Donc ça, c'est tous les nouveaux qui ont poussé, hein, et donc ça va moins bien. Donc c'est mieux mettre une nouvelle route, hein, que les fraisiers sont bien aérés, beaucoup d'air, beaucoup de soleil. Et là, pour Pas tous les ans, quand même. Non, tous les 4-5 ans. Non. Si, tous les ans, on peut remplacer Oui. les plus vieux. Non, un beau, ça peut, en bio, entre 3 et 5 ans. Une même plantation peut rester en place 3 à 5 ans. Mais il faut surveiller, quelquefois après 3 ans, mais ça dépend ce qu'on met autour. Si on met on met du fumier de cheval et du broyat d'arbres, quand il y a du broyat d'arbres, comme l'année passée il y avait du broyat d'arbres, les arbres étaient plus grands, donc on a tout. Là on met du broyat d'arbres et du fumier, là ça peut durer plus longtemps sur place. Mais il faut toujours surveiller. Dégénérescence, on ne sait pas quand ça va se produire. Mais on voit qu'en bio, maintenant, les fraiseries, ceux qui vendent des fraisiers, 1 an, hein, souvent. Hein. Après, ils foutent en l'air. En l'aidant, ils ont trouvé le système de passer la tondeuse, sitôt après la récolte, là, ils passent au-dessus pour ne pas abîmer le cœur, hein, donc 5-6 cm au-dessus des fraisiers, et donc ils coupent tout le vieux feuillage, et alors ils peuvent faire une deuxième année, qui est encore bonne. Sinon, il y a des générations. Mais en bio, je veux dire, comme ça, avec du BRF, avec du fumier, qu'on ne sait pas pousser, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut voir. Une fois que ça dégénère, on voit.
les feuilles, les fruits deviennent rabougris, petits, et les feuilles aussi rabougris. Alors on dit c'est temps. Ben, et d'ailleurs, quelquefois, dans la ligne même, il faut tirer, hein, ceux qui dégénèrent, il faut carrément les enlever. Hein. Voilà. Alors, les fruitiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour parce que pour les fruitiers, il faut rentrer pour le... Non, le 25 septembre. Pour le dimanche, rentrer la commande au plus tard pour le dimanche 25 septembre. Et il faut venir chercher absolument le 8 novembre. Donc, pas oublier, le 8 novembre. Mais 25 septembre, donc ça y est. Alors, donc, première chose à dire... C'est pas un jeudi, le 25. Tu attends quoi là? Il est marqué dimanche. C'est un jeudi, hein. Jeudi 25. Jeudi 25, ouais, bah, ça c'est une erreur. Ouais. Ma femme, elle avait trop bu, c'est mon qu'on a fait les feuilles. Elle caisse, c'est un dimanche. Elle a Bordeaux. Elle caisse, c'est un dimanche. Elle n'est pas là, non. On l'a pas vu, José. Elle était là, j'en ai pas à bouffer. Hein, bon, alors. Rectifiez sur votre feuille, si vous l'avez, le jeudi. C'est 25, bon. Dimanche 25 septembre. Tu t'en fous, hein. C'est Ouais, pas à ce moment-là que tu vas les chercher. Oui, c'est ça, c'est jeudi. Hein. Souvent, on faisait la deuxième réunion. Là, c'était un dimanche, mais ici, Ouais, c'est ouais, un jeudi, ouais, parce vrai, que c'est vrai. le jeudi qu'on est Puis ouvert. après, la feuille de l'année précédente. Mais surtout, t'as retenez changé bien la date. et puis La date, c'est venir chercher, là. Oui. Samedi 8 novembre, là. Ah, ouais, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir surtout pas? Il y a beaucoup de choses. L'hiver, on va étudier ça aussi. Enfin, l'hiver. Oui. Quand on vient, on va étudier plus. Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est la taille. La taille, la hauteur, la taille des arbres, c'est bien ça que je veux dire, là. La hauteur des arbres. Alors, dans un jardin, sauf si vous faites un verger, que vous avez un grand jardin, et que vous faites un verger à part, un verger avec des animaux en dessous, par exemple, un verger, et c'est une bonne idée, celui qui a beaucoup de place et tout ça, c'est bien de refaire des idées, des vergers avec en haute tige ou en demi-tige, et mettre des moutons, enfin, le faire. Pour le paysage, c'est beau, celui qui a beaucoup de terre, c'est ça. Sinon, pour un jardin, même un grand jardin, en permaculture, absolument des basses-tiges. Donc, prendre le départ des basses-tiges, c'est-à-dire des buissons basses-tiges. Prendre les arbres les plus faibles possibles, les plus petits possibles. Ils vont déjà devenir, avec votre terre qui va devenir bonne, fertile, ils vont déjà devenir très grands. Vous assurez. Et il faudra, mais ce n'est pas un problème, parce qu'on a des courses de taille tous les ans, on fait 3 fois par an une course de taille, il faudra tailler tous les ans, même des basses-tiges, parce que des basses-tiges de pommiers dans une terre bio-fertile, même des basses-tiges, c'est parti à 5-6 mètres de haut. Hein. Donc, c'est rare, ceux qui restent vraiment faibles. Donc, mais il y a que des basses-tiges pour garder des arbres, je veux dire, à 2 mètres ou à 3 mètres, hein, et voilà. Parce que si vous prenez, donc, les demi-tiges ou les hautes tiges, c'est la même chose. C'est destiné tous à devenir des grands arbres. Le demi-tige, c'est pas l'intermédiaire entre le basse-tige et le haute-tige. Hein. C'est une tige, hein, c'est une haute tige, un arbre qui est destiné à devenir grand, mais avec un tronc qui fait qu'1,50 m. Tandis que le haute-tige, le tronc fait 2,50 m. Mais la grandeur de l'arbre, après, la hauteur, c'est la même chose. Hein. Donc, demi-tige, haute-tige, donc c'est la même chose. Beaucoup de gens qui sont roulés avec ça. Pardon? Oui, tant qu'il fait bon. Généralement, on a un beau mois de septembre. Et généralement, on peut tailler généralement tout le mois de septembre. Quand le temps se déglingue, il commence à faire froid et humide, là, il faut arrêter. Il vaut mieux le faire l'année d'après. Mais maintenant, tant qu'ils ils annoncent du beau temps sec et tout, continuez. On peut continuer. Brouillard sur l'ombre. Donc la première chose, c'est ça. Prenez dans un jardin, comme ça, il y a moyen de faire permaculture. Permaculture, ça veut dire faire tout ensemble sur le même espace. Ça veut dire les fruitiers, les condimentaires, les légumes, et voilà. Hein. Mais, voilà. Alors, du coup, si vous voulez... Oui. Le bouturage des arbustes fruitiers, Oui. ce serait maintenant aussi ou je peux encore... C'est maintenant le meilleur moment. Okay. C'est la première quinzaine de septembre, le meilleur moment pour bouturer tous les arbres fruitiers, les figuiers, les arbres fruitiers qui se bouturent. Hein. Les pommiers, les poiriers, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, ça ne va pas. Mais tout ce qui se bouture, c'est la première quinzaine de septembre, c'est maintenant le meilleur moment de l'année pour faire les boutures. Parce qu'on a un mûrier sans épines, là, je me disais, j'aimerais bien un quoi? Un mûrier sans épines.
Ah oui, les ronces fruitières, c'est maintenant. Ouais. Les ronces fruitières, les figuiers, les groseilliers, tout. Ouais. Ou même des autres, hein, il y a, les cognaciers se bouturent, les néfliers se bouturent. Il y a des arbres fruitiers qui se bouturent aussi. Hein. Ouais. Mais les ronces vont très bien en marcottage aussi. Hein. Donc vous mettez le bout de la tige un petit peu dans le sol et ça prend racine tout seul. Hein. Alors, les gens, alors, même un jardin moyen, on pourrait mettre des noyers, des châtaigniers, je dis par ordre de grandeur, des cerisiers, des pruniers. Alors, ces arbres-là, de préférence, les mettre au nord, nord-est, nord-ouest. Là où il n'y a pas de soleil. Donc, le soleil se lève à l'est. Et donc, vous mettez là, ceux destinés à devenir un peu plus grands. Donc, ils ne vont pas être gênés, ils vont pas gêner pour les légumes. Donc, si vous voulez, par exemple, moi, j'ai des châtaigniers, des noyers. Au nord, là, j'ai mis entre mes cabanes, entre poulaillers, là. Donc, il n'y a pas de soleil qui se lève là. Tandis que les autres, les pommiers, les poiriers, ça, on peut maintenir petit. Là, ça peut être à l'intérieur. Ça, on peut maintenir entre 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres et tout ça. Les groseilliers, les framboisiers, là, ils aiment bien, eux, la mi-ombre. Donc, on peut mettre, eux, entre les arbres fruitiers et tout ça. Il faut demander. Donc, mais surtout, beaucoup d'erreurs c'est fait avec ça. Les gens choisissent des arbres trop grands. Voilà. Et alors, maintenant, ça va. On vend des châtaigniers, des noyers, basse-tige. Avant, ça n'existait pas. C'était vendu qu'en haute tige. Maintenant, il y a basse-tige. Et ça marche, mais il faut savoir que il faut les tailler tous les ans, les faire grimper tout doucement, mais qu'en dessous de 4 mètres, disons qu'on peut aller jusque là. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre à un endroit où il n'y a pas de soleil, mais ça va. Ça donne des noix et des châtaignes. Donc avec les basses-tiges, et qu'on taille en été, tous les ans, qu'on pince, pour que ça monte tout doucement, une fois que c'est arrivé, je veux dire, à 4 mètres, 4 mètres 50, ça dépend. Chacun, hein, le jardin, il y en a qui peuvent laisser plus haut, si ça ne gêne pas. Mais sinon, il y a moyen. Donc de tailler, de les laisser là, et qu'ils produisent quand même des fruits. Parce que c'était ça, on n'était pas sûr qu'en les taillant, on disait, ça reste là, il ne faut jamais les tailler, jamais rien. Et c'est vrai, mais maintenant, moi j'ai fait une expérience, j'ai taillé en été. Hein. Pas en dehors de la période où il fait bon, chaud et sec. Chaud, je vais dire, cette année, c'est chaud, il a fallu chercher. Et ça qui est sec. Sec. Ouais. Pour les noyers bastige, la mise à fruit elle est aussi longue que pour les... Ah non. Ah ouais, beaucoup plus vite, hein. 2 à 3 fois plus vite. Hein. Après 3-4 ans, il y a déjà des fruits. Hein. 3-4 ans. Ah ouais. Les châtaignes aussi. Hein. Ouais, les châtaignes, ça vaut la peine. Je ne sais pas si vous avez vu le prix des châtaignes. Avant, c'était la nourriture des cochons. Ben, maintenant, c'est la nourriture on mettrait bien enfermé dans les coffres forts. Hein. C'est le prix de l'or. Hein. Oh, c'est devenu... Ah, mais c'est vrai, c'est commun. Il faut voir qu'on... tout y a grimpé, mais certaines choses comme ça, les châtaignes. Ah ouais, c'est... Les haricots à 7 € du kilo. Ouais. Oh, il y a des mondes maintenant. La nourriture... il dit qu'à Bruxelles, le pied de rhubarbe, là, 6 € pièce. Ah ouais, mais tout est devenu comme ça. Incroyable, ouais. Un petit pied de Au niveau des prix, C'est la crise, hein. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Il y a encore 5 minutes. Un figuier dans un pot, on peut? Ah oui. Oui, ça va. Ah ben aussi, hein. Aussi taillé en été, pas laisser partir. Ben oui, ça donne des bons résultats. On le laisse dehors ou il faut le rentrer? Il peut rester dehors. Non, il peut rester dehors, ouais. Mais il faut peut-être protéger oui, le pot. Ouais. Il est plus fragile le fait qu'il est dans un gros... Ouais. S'il y a moyen de rentrer, c'est mieux. Dans une serre, alors? Oui, dans une serre Dans une serre ou dans un garage, si... Dans une serre forte, dans un garage, c'est bon qu'il y a de la lumière. Voilà. C'est mieux, hein, de rentrer. Ou bien enterrer le pot pendant l'hiver et le ressortir au printemps. Bien le protéger l'hiver. Par exemple. À voile. Tu ouvres le toit. Hein. Mais sinon, ça va bien. Et ceux qui ont fait... Moi, j'ai commencé l'expérience. Mais ceux qui ont fait ça, il y a à peu près 50 à 60 fruits, comme ça, sur la... 50 à 60 fruits, même en pot. Mais alors, il faut... Vous avez vu, j'ai coupé mes figuiers un peu partout. Je ne savais pas comment ça allait, moi. La culture des figuiers, c'était devenu énorme, immense. Et alors, ça marche très bien par buisson. C'est-à-dire, la partie de terre, les laisser sur 2 mètres comme ça, mais il faut couper. Et ça produit beaucoup. Donc, les faire comme ça, même en pleine terre, hein, même pas en pot. Hein. Donc, pas laisser sur la on fait partie, les cultiver en buisson, et ça donne... Sinon, ça devient énorme, ça devient haut. Ça devient, oui, puis après ça... Et tu fais de la confiture de figues. Oui. Les figuiers en buisson, les coupes à combien? 2 mètres? Pas les laisser au-dessus de 2 mètres. Mais quand on les reçoit, donc ils sont petits, il faut les tailler tous les ans, pas les laisser filer. Il faut pincer les bourgeons terminaux
à tous les étés pour qu'ils se ramifient, pour qu'ils font un buisson, un vrai buisson, sinon ils vont faire des tiges tout seuls, comme ça ils ne vont plus les avoir. Ouais. J'ai oublié, je vais dire quelque chose, j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié. Philippe Buisson. Alors, les amandiers, ça pousse bien par ici, c'est même formidable. Amandier Robin, terrible, hein, tous les ans, je l'ai depuis longtemps maintenant. C'est une production phénoménale. Alors, c'est un fruit, donc l'amandier Robin, hein, c'est un fruit qui convient bien aux gens qui ne veulent pas trop grossir. Donc, ils veulent... Parce qu'on dépense plus d'énergie pour l'avoir en bouche que ceux qui écoutent. Parce que vous avez la noix, il faut décortiquer. Puis il faut un bon marteau pour avoir l'amande, un bon marteau, hein, sinon... Et donc vous avez l'amande au milieu après tous ces exercices. Donc vous avez dépensé plus d'énergie que ceux que vous pensez. Donc, voilà. Il y a des légumes comme ça. Hein, il faut... Un canetto, hein. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller comme figuier? Figuier, c'est ça, j'avais oublié, c'est ça que j'avais oublié. Le brown turkey. Ouais, si vous devez comme matin, c'est le brown turkey. Le turkey brown, le gris. Ah oui, sûr, tous ceux qui ont pris ça, 2 fois par an même. Souvent, 2 fois par an des figues. Et par ici, sans problème. Il y en a quelques-uns, 2 autres. Hein. Il y en a 3 ou 4 qui donnent bien, que ça va bien par ici. Mais celui-là, sûr, il y a sans problème. Alors, ceux qui donnent bien aussi, ce sont les kakis. Donc les plaques miniers, les kakis. Ça fait des années que j'en mets, c'est toujours rempli l'hiver et tout, c'est bon. Et bien sûr, les kiwis. Ah, les kiwis, étant un fruit de Chine du Nord et pas du tout de Nouvelle-Zélande. Hein. Donc ça résiste, les kiwis selon les variétés, ça résiste de moins 27 à moins 35 degrés. Donc c'est pas le froid ici, c'est l'herbe le plus sud qu'on n'a pas ici. Enfin, c'est pas un herbe, c'est une liane. Le kiwi que vous avez ici, dans le jardin, dans le coin là, qui est sur ce point. Ah, là-bas au fond. Ben, ouais, l'année passée, j'ai taillé tout ici. Et donc, parce qu'on voyait plus clair du tout. Et donc, cette année, j'en ai pas ici tout du long. Mais l'année prochaine, de nouveau. Sinon, ça fait... Ici, j'en avais 3-4 000 kiwis sur 2 plantes. Ah ouais, des productions phénoménales. Et j'en ai mis là-bas, et ça commence à produire. Mais là-bas, c'est des moyens. C'est des fruits moyens qui sont mûrs au mois d'octobre. Et elles sont très bonnes chez eux aussi. Mais les meilleurs, c'est les gros fruits. Ils font 100-120 grammes, c'est les Ewart, la variété Ewart. Mais qui sont mûrs après les premières gelées. Donc on ne peut pas tirer avant décembre. Fin novembre, décembre. On les tire à ce moment-là, quand il n'y a plus de feuilles, quand il y a eu quelques... Ou bien, s'il y a eu des gelées avant, quelques gelées, que tout est tombé, à ce moment-là, on les cueille. Alors les fruits mûrissent en fur et à mesure, entre Noël et Pâques. En fur et à mesure. La première gelée, toutes les feuilles tombent tous les jours même. Ou le lendemain. Et alors on peut cueillir les fruits. Les grappes rouges là, qui poussent dans l'arbre, c'est un kiwi ça. Non, c'est pas des raisins. Des grappes de petits fruits rouges, qu'est-ce que c'est? C'est un pommier ornemental. Ah, c'est des pommiers d'ornement. Il y a des grosses feuilles de kiwi là. Hein. Oui, mais il y a mélangé. Ouais, c'est parce que le kiwi va aller dans le pommier. Hein. Il y a vraiment comme des grappes de raisin, c'est des boules rouges comme ça, de la taille d'un mini kiwi. C'est ici tout près, après oui, la non, c'est des pommiers d'ornement. C'est des pommes. C'est des pommes. Des Ah petites pommes. Mince, qui sont comestibles, bien sûr. Ouais. Et ça se mange, c'est Ah, bien sûr, tout ce qu'il y a dans mon jardin, il se mange. Hein. Ah, mais c'est vrai. Ça serait malheureux. Sauf l'une ou l'autre mauvaise herbe qui n'a pas demandé et qui pousse comme ça tous les ans. Hein. Mais sinon, tout ce qui pousse normalement est comestible. Le phytolac, là, lui... Ah, phytolac aussi, si. Les feuilles, à la façon des épinards. Les baies sont légèrement toxiques. C'est la plante là qui pousse avec des épines beaux, là, des baies noires le long de... Oh, c'est une plante magnifique. Hein. Si. Mais les baies, ils servent aussi, c'est un vomitif. Donc, on mange quelques baies. Si t'as bu de trop, donc, voilà. Ah, tout, il sert. Hein. Maintenant, je suis embêté. Pour le comestible et pas comestible. Avant, j'avais ma belle-mère et je lui donnais à bouffer et puis je gardais les étés. Maintenant, j'ai perdu ma belle-mère. Là. C'était avec quels légumes Mais à un moment donné, j'ai arrêté aussi parce que je me suis aperçu que tout, il n'était jamais malade avec rien du tout. Hein. Gilbert, il y a une question aussi. Gilbert, pour le kiwi, là, un grand fruit, est-ce que sur une terrasse au soleil, dans un grand pot, ça va aussi? Mais il faut mâle et femelle.
Ouais, ouais. Il faut en acheter deux. Ah ouais, oui. Comment on peut savoir Ah si, vous le savez, hein, vous demandez. Hein. Si, ça, il faut secouer, c'est ça, les flaques. Non, il y a des kiwis, ceux qui sont les plus productifs. D'ailleurs, moi, je ne recommande pas les autres. Les gens veulent essayer, continuent d'essayer les autres, mais je trouve que les gens sont très déçus avec ceux qui disent qu'ils sont hermaphrodites, auto-fertiles. Les gens sont très déçus, et en effet, ils ont raison, j'ai déjà essayé, ça ne va pas. Tandis que les autres, c'est un pied mâle, donc un pied mâle qui ne produit pas de fruits, mais obligatoirement, il faut un pied mâle dans un rayon de 50 mètres. On peut mettre autant de pieds femelles qu'on veut, et il y a que les pieds femelles qui donnent des fruits. Mais n'importe quel. Mais maintenant, ils ont sélectionné les pieds mâles pieds mâles, comment je dis ça, pollinisent toutes les autres variétés de kiwi. Donc, voilà. C'est le Atlas. Mais, Atlas, oui, c'est pas ça. Ouais, il y a Atlas. Et donc, voilà. Mais obligatoirement, obligatoirement, on est obligé de mettre un pied mâle, et puis on met autant de pieds femelles qu'on veut. Sur une terrasse, c'est quand même difficile parce qu'il faut savoir qu'il fera des lianes qui feront 6 mètres chaque année. Si pas 10. Un kiwi arctique, il a un développement beaucoup plus restreint et il fructifie fin août. Les kiwis à petits fruits. Le kiwi arctique, oui. Arctique. Oui, le tout petit kiwi fait des petits et qui n'ont pas de poils, on les a. Ben là, en France, c'est les kiwis à petits fruits, là. Et il ne va pas plus haut qu'à 2 mètres de Petites haut. feuilles. Ah oui, tiens, non, bah, il est à 6 mètres, là. Un petit kiwi. Ah ben oui, non, non. Le kiwi et tout ça, Ouais. ils vont à 2 mètres de haut. Ah non, 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 non. Mais le kiwi arctique. Ah non, non, le kiwi, ils vont aussi haut que les autres. Ah, ils sont là, j'en ai essayé tout plein, là. Elle dit le kiwi arctique, c'est peut-être encore autre chose. Ah oui, c'est peut-être une variété qui est comme ça. Ah ouais, ouais. Ou sans béton. C'est peut-être une variété. Mais tous les kiwis, il y en a beaucoup, hein. Il y en a 30 ou 40 maintenant sur le marché. Des kiwis, des kiwis à petits fruits qu'on peut manger avec la peau et tout. Mais ils sont tous grands aussi. Ils viennent grands. Sauf peut-être une variété, mais je ne connais pas ça. Il a des feuilles vertes avec des taches rouges et blanches. Ça ne vous dit rien? Vous ne l'avez pas ici? Et il est en pleine terre? Mais on peut le mettre en pot vu qu'il est petit. Oui, mais vous dites Je ne ça, connais mais pas encore. il est Non, en mais sinon, pot ou il est en tous ceux pleine que j'ai, terre? moi, ils sont tous. Bah, moi, je viens de les planter en pleine terre. Mais si madame a une terrasse... Ah ben, sauf une condition, sauf une question express de vie ou de mort, sinon on arrête. Hein. C'est question de vie.